Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léo, je suis médecin en fin de formation et créateur d'Hippocrate, un compagnon de santé qui vous aide à intégrer des habitudes saines dans votre quotidien. On va d'ailleurs lancer bientôt notre première phase test, vous avez juste à suivre le QR code en haut à gauche de l'épisode ou le lien en description. Dans le labo d'Hippocrate, on accueille des spécialistes pour parler santé, vulgariser et vous aider à comprendre pour construire la santé que vous méritez. Anthony, bonjour. Salut Léo. Bienvenue une seconde fois, quasiment un an après le dernier passage dans le labo d'Hippocrate. Oui, Je te tu disais, demandais... ça fait un Ouais, an, quasiment jour pour jour, hein, c'est ça, tu me disais ouais, à c'est l'instant? ça. On est le 3 septembre quand on tourne cette vidéo. Donc on est vraiment pas très loin. T'étais le deuxième invité après Blaise. Mm. Et c'est un des épisodes qui a le mieux marché. Alors j'espère que celui-là intéressera tout autant les personnes. Je te laisse quand même te présenter pour ceux qui te connaissent pas, histoire de faire un petit peu le point avant qu'on se lance sur le sujet du jour. Oui, merci déjà de me réinviter une deuxième fois. Donc, c'est avec plaisir qu'on peut partager un petit moment ensemble. Alors, pour me présenter rapidement, Anthony Berthou, je suis nutritionniste. Et aujourd'hui, je me suis vraiment spécialisé sur l'approche systémique de la nutrition, c'est-à-dire en gros les différents facteurs qui vont graviter autour de nos choix alimentaires, que ce soit effectivement à l'échelle de la santé individuelle, mais aussi des aspects écologiques, toxicologiques, sanitaires. Et j'ai notamment enseigné à l'EPFL, donc à l'École Polytechnique de Lausanne, sur cette thématique et sur les projections 2050, c'est-à-dire quel modèle résilient on peut proposer autour de ces différents facteurs. J'ai été aussi beaucoup présent dans le monde de la nutrition sportive encore. J'ai suivi pas mal d'équipes de France, d'équipes olympiques. Et je suis auteur par ailleurs, donc j'ai mon 7e livre qui est sorti là il y a quelques mois et un autre qui est encore en cours, mais voilà. En tout cas, je passe une bonne partie de mon temps à l'écriture et à la recherche autour de l'écriture. Ok, encore un autre, c'est pour ceux qui savent pas, c'est celui-là. C'est un livre sur les idées reçues en nutrition et il est sorti il y a quelques temps et t'écris encore un autre derrière quand même dans la foulée. Et j'ai vendu l'information sans le vouloir malgré moi, mais oui, j'ai autre chose là qui est en cours, ouais, tout à fait. Bon, Mmh. logiquement, il sortira en fin d'année, donc ce sera peut-être un petit peu plus. Oh, même ça sera courant 2026, je pense à peu Oh, près, quoi. d'accord, Mmh. génial. Bon, en tout cas, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aborder un petit peu un sujet qui me tient à cœur parce que les réseaux sociaux sont un merveilleux outil d'information, mais malheureusement Mmh. aussi un merveilleux outil de désinformation et de mésinformation. Mmh. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu le point sur quelques idées reçues. Bien sûr, on va pas reprendre tout le livre. Heu, Loin de là, on va en aborder quelques petites nouvelles aussi. Mais j'aimerais un petit peu, savoir si tu t'es penché sur le sujet justement, d'où venaient les idées reçues, justement en nutrition, que tu as pu toi avoir pour ton livre? C'est une bonne question. Je pense que l'origine, elle peut être multiple en fonction du sujet concerné. Il y a déjà des préconçus, des idées reçues qu'on peut avoir qui étaient justes à un moment donné, y compris d'un point de vue scientifique, en tout cas par rapport à l'état des connaissances au moment où on a commencé à évoquer ce sujet. Typiquement les œufs, par exemple, avec le cholestérol, où c'est une idée reçue qui a encore la vie du parce qu'effectivement, beaucoup de professionnels continuent à craindre en fait le cholestérol de l'œuf, mais c'est des informations qui ont été proposées, y compris au niveau scientifique, pendant très longtemps. Donc il n'y a pas forcément de mauvaises intentions, c'est juste une évolution des connaissances, hein, tout simplement. Après, se pose la question de la part du lobbying également, tu vois, dans la présence de ces idées reçues. Donc c'est pour moi une deuxième catégorie qui pourrait être liée à celle dont on parle là sur les œufs et le cholestérol également, puisque c'est vrai qu'on a eu toute une chasse au gras pendant très longtemps, dans les années 60, 70, et on sait aujourd'hui qu'il y a eu des courants lobbyistes qui ont appuyé en fait, sur ces recommandations de favoriser plutôt une alimentation glucidique pour se protéger notamment des maladies cardiovasculaires, donc au détriment des graisses. Et donc forcément, ce lobbying va influencer derrière des idées qui vont être véhiculées. On peut parler des produits laitiers avec l'importance du calcium sur le tissu osseux. Et il y a une part de vérité, c'est-à-dire que c'est pas l'idée reçue est pas forcément quelque chose à rejeter complètement, mais parfois c'est une information qui est extrapolée et qui peut être extrapolée au profit en fait d'un courant scientifique, au profit d'une industrie, d'un lobbying. Au niveau de la santé publique également, on voit que en fonction des pays, on a parfois des recommandations qui peuvent être différentes au niveau
des influenceurs aujourd'hui d'internet, c'est-à-dire qu'il y a tu connais Instagram, au moins aussi bien que moi et autres TikTok et compagnie. C'est-à-dire que, tu dois en 1 minute 30, promettre monts et merveilles et plus tu auras un discours, dithyrambique avec quelque chose qui paraît, extraordinaire et plus tu vas capter l'attention d'une partie des personnes qui vont suivre cette information. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie de la jungle nutritionnelle. Il y avait déjà internet, et internet est encore là, mais la puissance des réseaux sociaux est quand même en train de bouleverser, en tout cas de catalyser un petit peu cette situation. Il y a aussi j'ai envie de dire une problématique de posture, au niveau de certaines professions, et notamment dans le monde de la diététique ou autre, où, justement on a appris une information qui était juste, à un moment donné et c'est pas forcément, comment dire? Bien pris de remettre en question cette idée reçue. C'est-à-dire que, contrairement aux œufs dont je parlais tout à l'heure, on peut avoir une notion qui va être remise en question et qui est complètement acceptée par un courant scientifique ou par des personnes, des professionnels. Et puis parfois, c'est dur d'accepter de se remettre en question. Donc ça, c'est valable dans toutes les professions, je pense, mais je parle du monde de la nutrition parce que c'est notre sujet. Et c'est vrai que, plutôt que d'accepter à un moment donné te dire que, OK, ce qu'on a dit n'était pas forcément juste, pas à mauvais escient, mais parce que, voilà, on n'avait pas l'information. On reste figé sur une certaine posture et je pense que ça entretient aussi une forme de cacophonie, une forme d'incohérence dans les informations qu'on entend et pour ça, je te citerai, Tim Noakes, que tu connais peut-être, qui est un chercheur, sud-africain, physiologiste, qui a beaucoup bossé dans le monde de l'endurance, de la nutrition de l'endurance et qui pendant longtemps a fait la promotion de l'alimentation, plutôt hyperglucidique, de la charge glucidique à l'effort et autres et qui il y a quelques années en fait a revu un petit peu sa copie, et alors a basculé aussi vers un modèle, très low carb, voire, cétogène dans certaines approches et qui lui-même a été touché, de diabète de type 2 et qui, d'un point de vue, scientifique, a fait son mea culpa. C'est-à-dire pendant tant d'années, j'ai dit ça, je me rends compte que c'était pas juste, aujourd'hui, donc je revois ma copie et je trouve que c'est une preuve d'intelligence, d'humilité, qui est remarquable. Je trouve qu'on aurait tellement intérêt à accepter à un moment donné de dire qu'on s'est trompé, parce que l'état des connaissances nous amenait à un certain raisonnement à un moment donné, plutôt que de rester comme ça figé et à mon sens aujourd'hui, ça contribue quand même, à cette cacophonie, à ces idées reçues. Bon là, spontanément, un peu je pense qu'il y a d'autres notions, mais c'est déjà pas mal. Il y a plein de choses super intéressantes. Donc, c'est vrai que les lobbies, bon, on en entend beaucoup parler et c'est aussi beaucoup Mmh. utilisé, je trouve, dans le sens inverse, où au final, on parle de lobby du sucre, mais j'ai l'impression que maintenant, il y a un peu un lobby du non-sucre. Hem Mmh. et je trouve que les idées reçues ont un peu toute cette, architecture. C'est, un socle qui est pas forcément faux, mais une absence de nuance et de contexte, qui fait qu'on extrapole, certaines choses. Bon, des fois, il y a des vrais mensonges, mais souvent, c'est plus une extrapolation de certaines petites choses et c'est vrai que comme tu dis, je connaissais pas du tout ce monsieur qui, en tout cas, a fait preuve d'une grande humilité. Mmh. Hem et c'est à ça, je pense qu'on reconnaît, les, les scientifiques, comment dire? Prospères, en tout cas dans leur milieu, c'est qu'ils sont en mesure de remettre en question certains dogmes par rapport aux données de la science qui évoluent, elles, assez fréquemment. Oui et pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, j'allais rebondir sur ce que tu disais. Alors Tim Noakes, c'est quelqu'un qui a notamment beaucoup remis en question la notion de l'importance de l'hydratation à l'effort et en particulier par l'existence d'un lobbying des marques énergétiques qui étaient là aussi pour vendre des boissons énergétiques à l'effort. C'est lui qui a parlé de la notion de gouverneur central à l'effort, pour les notions de fatigue qui arrivent sur des épreuves de plusieurs heures. Donc c'est quelqu'un qui a bouleversé beaucoup de justement, si ce n'est de dogmes, en tout cas de croyances, dans le monde de la science du sport et en particulier de l'endurance. Et ce que tu dis est très juste et c'est une notion que j'évoque très souvent, à savoir que, heu, c'est aussi la science qui se fait, avoir à son propre piège ou à son propre jeu quelquefois, c'est-à-dire l'objectif d'une publication, c'est d'être, la plus objective possible et pour être la plus objective, elle a besoin d'écarter tous les facteurs de confusion, tous les biais,
qui vont faire qu'à un moment donné, on peut se tromper par rapport aux conclusions du protocole qui va être mis en place. Et à force d'isoler ces éléments-là, on finit par en perdre complètement le système. Et très souvent, on oublie de remettre l'information dans le système. On va se cantonner uniquement à conclure ou alors à infirmer en fonction, tu vois, affirmer ou infirmer en fonction des résultats, et en donnant les limites, en fait, de validité de ces données-là, justement par rapport à des facteurs de confusion potentiels. Alors que le vivant, tout ce qui nous constitue, que ce soit la cellule, les tissus, nos interactions, l'environnement au sens écologique du terme, on est en permanence des systèmes en interaction entre nous et on a tendance à complètement oublier ça. Et je revendique entre guillemets de plus en plus le besoin d'une formation universitaire reconnue qui aurait justement pour expertise de travailler sur cette analyse transverse des différents éléments isolés qui sont juste dans leur contexte, mais qu'on a encore du mal en fait à rassembler pour pouvoir expliquer un système plus vaste. Et malheureusement aujourd'hui la science va à l'encontre de ça, et c'est très bien parce que ça nous permet de mieux comprendre certains mécanismes, de les isoler. C'est typiquement la biologie moléculaire qui a énormément progressé à ce niveau-là, mais on en a oublié la biologie cellulaire parce qu'effectivement, on s'intéresse plus vraiment au système. Donc finalement, ces deux approches sont extrêmement complémentaires, mais on a tendance à faire la part belle actuellement à l'approche plutôt moléculaire au détriment de l'approche cellulaire. Et si j'extrapole un petit peu par rapport à cette notion de profession dont je parlais ou de formation reconnue au sens universitaire, à mon sens, ça sera un élément extrêmement puissant par rapport à tous les corps de métier qui ont chacun leur spécialité, que ce soit au sens médical, nutrition, kiné, pharmacie, pharmacien, etc. Chacun a sa spécialité. Dans le monde médical, chacun a aussi un domaine d'expertise particulier. Donc, il faudrait un expert, non pas de la généralisation, mais un expert du transverse. Je pense que ça serait bien. Voilà, bon, après, c'est ma petite pensée du moment. C'est une très, très bonne idée. Et ça me fait penser à la discussion qu'on avait eue dans le premier épisode où on abordait justement la micronutrition et les compléments. On y reviendra un petit Mmh, peu tout à l'heure. Mais typiquement, le fait de voir un aliment comme la somme des micronutriments et nutriments qui le composent, c'est très différent que de voir un aliment dans son ensemble avec toute la matrice alimentaire qu'il a. Et comme tu dis, rien complètement. n'est épargné, tu vois? Mmh, Que ce soit le com parti médical, kiné, physio, n'importe quoi en fait. Rien n'est épargné. mmh mh. Je pense qu'il y a un gros problème aussi dans la et ça, on a notre grosse responsabilité sur les, dizaines de dernières années. En tant que médecin, je dis, hem, on a voulu garder le savoir dans les mains de quelques-uns, ce qui fait que ça a laissé l'espace, pour Mmh. d'autres, qui avaient un petit peu de connaissances sur certains sujets, de la diffuser et de prendre la place, on va dire, même si la place n'a pas été prise par les professionnels, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, et de diffuser une information qui est partielle. Et on a beaucoup de retard, nous, en tant que professionnels de santé, sur la diffusion de ces informations sur les réseaux sociaux. Et du Mmh. coup, on a Mmh. beaucoup de crédibilité en moins, et on a trop longtemps acté que l'argument d'autorité qu'on a derrière notre formation était suffisante pour dire certaines choses. C'est pour ça qu'il y a plein de médecins qui disent à leurs patients de ne pas manger d'œufs, par exemple. Ouais, ouais, tout à fait. Mais voir, tu vois, ça peut se détourner en fait, du but originel dans le sens où effectivement, ton domaine d'expertise, t'amène à parfois refuser de remettre en question, certains concepts parce que tu es tellement spécialisé dans ce que tu sais que, tu acceptes pas de t'ouvrir à d'autres notions, et c'est un peu le travers de l'hyperspécialisation. Donc Mmh. mais après je pense que là où ça va au-delà de la profession, mais aussi de l'être. Je dirais, c'est plus du ressort de l'être de la personne, et est-ce qu'elle a cette capacité aussi à accepter de se remettre en question? C'est pour ça que je donnais l'exemple de Tim Nox, tout à l'heure, que je trouve, finalement tout à fait juste par rapport à ce qu'on évoque là. Et en termes de santé publique, je ne sais pas si tu avais, pu, voir justement au moment où tu faisais un petit peu ce livre, si tu avais un impact réel quand même des idées reçues sur les personnes. Est-ce que, en modifiant leur comportement par rapport à toutes ces idées reçues-là, est-ce qu'on a déjà vu des effets délétères? Je pense que typiquement on peut reparler du sucre et du lobbying autour du sucre et des idées Mmh. reçues qui a sûrement participé à l'explosion du diabète de type 2 dans tout ça. Tu veux dire, est-ce que l'existence de ces idées reçues ont participé à créer des effets délétères, c'est ça, sur Ouais, la santé? Si j'ai bien c'est ça. compris là?
Ouais, bah, oui, typiquement, là, c'est ce que tu dis par rapport à cette notion un peu de dogme des glucides, où aujourd'hui, bah, il suffit de regarder la prévalence, de la résistance à l'insuline, du diabète de type 2, des syndromes métaboliques et cetera. C'est des pathologies ou des troubles qui sont, multifactoriels, hein, qui sont pas liés du tout qu'aux glucides. Mais il force est de constater quand même que la charge glycémique et la charge insulinique de l'alimentation, jouent un rôle, dans ça. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est l'idée reçue qui en est à l'origine? C'est difficile à dire parce qu'on peut pas on peut l'objectiver justement d'un point de vue scientifique. Mais, mais probablement qu'il y a un lien à ce niveau-là. Au niveau du cholestérol, de la même façon, l'œuf est quand même une mine d'or sur un certain nombre de nutriments, de micronutriments. La choline, aujourd'hui, on a une problématique avec la choline, par exemple, qu'on retrouve énormément dans le jaune d'œuf. On retrouve dans d'autres aliments, mais en plus faible quantité. Et notamment les personnes qui vont être véganes ou végétaliennes vont se retrouver avec des situations de déficit en choline. L'ANSES a émis aujourd'hui des recommandations d'apport au niveau de la choline. Avant, c'était anciennement la vitamine B4. On l'a sorti du cadre de la vitamine. Mais en fait, à diaboliser l'œuf, on finit aussi par s'écarter de propriétés nutritionnelles qui sont intéressantes et qui sont pas, spécifiquement présentes dans l'œuf, mais en grande partie. Tu vois, sur le fait de manger 3 ou 4 repas par jour, de la même façon, ça veut dire qu'on a des gens qui vont, parfois, entre guillemets, «s'obliger» à prendre un petit déjeuner, s'obliger à manger tard le soir en rentrant du travail et à se retrouver avec un temps d'absence de prise alimentaire qui va être de 7 8 heures parfois. Quand on est libéral, ou qu'on travaille, peu importe la profession, mais qu'on on finit tard. Si on est sportif, on va faire un entraînement en soirée et cetera, bah, c'est pas rare de manger à 22 heures par exemple et si tu remanges après derrière à 6 heures ou 7 heures parce que tu reprends ta journée, en fait, tu as eu un délai de repos digestif qui est très court. Normalement, on parle d'un jeûne nocturne au minimum de 12 heures, sans même parler d'un jeûne de type intermittent ou ce qu'on appelle l'ATR, l'alimentation en temps restreint, de 15 à 16 heures. On sait déjà qu'on a énormément de bénéfices à ne pas consommer d'aliments justement pendant au moins une douzaine d'heures. Donc à s'imposer à une certaine fréquence de repas, on peut estimer de manière très indirecte, hein, c'est pas un effet, direct, mais juste pour essayer de rebondir un petit peu sur ta question. Je pense au sport où tu vois, on a cette, idée qu'on a besoin de faire, du sport, pour notre santé, bah, pour maintenir notre santé et je suis le premier bien sûr en phase avec ça à partir du moment où on a la capacité de réaliser une pratique, sportive. Mais on a, le pendant un petit peu de ça qui est qu'aujourd'hui on a des sportifs sédentaires. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont faire leur heure de sport, par jour et qui sous prétexte qu'ils ont répondu en fait à ces recommandations-là, bah, vont se retrouver à être assis, 8 ou 9 heures ou 10 heures par jour, sur une chaise et on sait par la littérature que ces personnes vont développer des complications métaboliques, cardiovasculaires, indépendamment en fait du bénéfice qu'ils ont eu à pratiquer, leur sport. Là aussi cette, entre guillemets «cette idée reçue» de se dire: «Je fais du sport donc j'ai plus besoin de bouger», ce sont 2 notions différentes. C'est-à-dire il y a le bénéfice de la pratique sportive, il y a le bénéfice du mouvement musculaire, ce pourquoi on est programmé, depuis, je vais pas dire la nuit des temps, mais on peut remonter aux hominidés, on peut aux primates et cetera. On est fait pour être dans du mouvement, musculaire et aujourd'hui, on n'y est plus. Donc je pourrais peut-être, poursuivre encore plein d'exemples comme ça, mais je pense pas que ce soit des effets directs, mais en tout cas, ce sont des facteurs qui augmentent un certain nombre de risques, ouais, tout à fait. Mmh. Ouais, complètement. Complètement et ton dernier point, il est, hyper important pour la partie, sédentarité et toutes ces choses-là parce que, c'est les gros pièges, c'est le faux sentiment de sécurité, et en effet, hein, les études sont plutôt claires là-dessus, sur les risques de la Mmh. sédentarité, peu importe, votre niveau d'activité physique. Sur justement, j'y tournais, ouais, au tout début du podcast avec un médecin du travail, docteur Jean Caron et les études disent à peu près, si je dis pas de bêtises, pour compenser, 6 heures de sédentarité, il faudrait faire 4 heures et demie d'activité sportive sur la journée. Ce qui n'est, foncièrement pas possible. Mmh. Donc en effet, c'est tout un tas de paramètres qui est très important. Justement, tu parlais un peu de cette idée de créer, une université ou au moins une formation universitaire, sur ça. C'est quoi selon toi le rôle, du professionnel de santé? J'encadre, vraiment toutes les personnes, qui sont, en lien avec, les patients, peu importe leur domaine de compétences, sur, la
la diffusion et la non-diffusion justement de ces idées reçues-là? Très bonne question. Je pensais en même temps à ce que tu me disais avant et j'aurais pu citer le saumon, tu vois, avec le méthylmercure, Mmh. les contaminants, et cetera, et à faire l'apologie, en fait, du saumon sous prétexte qu'il contient des oméga 3. On se retrouve parfois avec des niveaux de contamination qui sont plus délétères que le bénéfice qu'on a eu à consommer des oméga 3. Donc bref, j'étais en même temps en train de scanner comme ça les différentes idées reçues, pour te répondre sur donc la place du professionnel de santé par rapport à ces idées reçues, hein. C'est ça. C'est une très bonne question parce que là aussi, il y aurait plein de choses à dire. Je pense qu'on a déjà une obligation en tant que profession de santé, pour moi, c'est de se former en permanence, et ça rejoint un petit peu, ce que j'ai dit en introduction face à ta question. C'est-à-dire que des fois, on reste figé sur des idées reçues, justement, qui étaient peut-être justes à un moment donné, et soit on a l'humilité de les remettre en question, soit on a j'ai envie de dire la curiosité intellectuelle, d'aller chercher l'information pour voir ce qu'il en est au niveau de la littérature, scientifique. Et c'est vrai que, sous prétexte qu'on a eu un diplôme à un moment donné, heu, on va parfois, se reposer un petit peu sur ses lauriers. Alors après, en fonction des professions, il y a des obligations de formation continue, de manière plus ou moins, voilà, importante, plus ou moins, juste. Un autre sujet, mais pour faire simple, je dirais que la nécessité de formation en permanence, la nécessité, de lecture de la science, donc de la littérature scientifique dans son domaine, voire dans d'autres domaines. Et ça, malheureusement, c'est pareil. Quand tu regardes la plupart des professions de santé, le temps consacré à l'analyse critique de la littérature et à la méthodologie pour être capable, de développer son esprit critique quand tu es face à une méta-analyse, un essai clinique, randomisé, quand tu as une étude observationnelle, tu vois? Il y a plein de design d'études, où beaucoup de professionnels, en fait, sont dans lesquels les professionnels sont perdus parce qu'en fait, ils ont pas appris la méthodologie, à ce niveau-là, où ils l'ont vraiment survolé. Donc je pense que pour moi, le professionnel de santé, il a ce besoin, voire cette, «obligation» entre guillemets d'aller lire la littérature et pas ce que dit Google ou ce que dit, Instagram ou, TikTok ou ChatGPT. Parce que maintenant on peut y rajouter l'IA qui va venir, encore un peu plus, complexifier, tout ça. La place du professionnel, elle est aussi dans sa place relative par rapport aux autres. C'est-à-dire, accepter qu'on est spécialiste d'un sujet, donc on n'est pas spécialiste de tout, et qu'effectivement, on peut aller s'appuyer sur des professions qui sont pas forcément du même corps de métier ou de la même spécialité. Parce que c'est vrai que parfois c'est le cas, c'est-à-dire qu'on va juste chercher l'information, auprès d'un autre médecin ou d'un autre kiné ou d'un autre diététicien, et cetera. Et pour moi, l'aspect pluridisciplinaire, il est essentiel dans la prise en charge du patient, et ça permet de relativiser, voire de démonter justement certaines idées reçues par rapport à ça. Mais vraiment, en réfléchissant à ma réponse là par rapport à ce que tu me demandes, je pense vraiment que le danger aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, et je vais pas dire de la désinformation parce qu'il s'agit pas de tomber dans la théorie du complot, mais il y a il y a un besoin de rester le plus critique, d'avoir le maximum de discernement, le plus de hauteur possible face à notre domaine. Et en fait, si tu te cantonnes, à ce que te montre, Google, ou ce que te montrent, encore une fois les réseaux, là tu te trompes véritablement de chemin et tu peux faire la promotion d'idées reçues, ouais, le jeûne intermittent, l'alimentation, cétogène, le véganisme, et cetera. Je pourrais te citer, plein d'autres, modèles. Si tu te cantonnes à ce que tu entends sur Instagram, y compris de la part, de gens de ton métier, de médecins, de kinés, de physio, et cetera, et ben, c'est pas sous prétexte que la personne a ce diplôme initial qu'elle est experte, dans ce qu'elle est en train de véhiculer sur un réseau social. Parce que parfois il y a plein d'autres motivations que l'objectivité, de l'information, en fait, derrière le discours. Donc je pense que ce serait plus une prudence, tu vois? Une prudence à ne pas tomber dans ce piège-là, qu'une obligation, à aller peut-être vers autre chose derrière, quoi. Mmh. Moi, je pense que déjà, une des solutions serait que pour chaque sujet de santé qui est abordé sur les réseaux, il y ait l'obligation, de citer ses sources. Ah oui, ouais, ça. Déjà, avec une vérification, ça éviterait, beaucoup, ces choses-là.
On a tourné un épisode avec, Kevin Cessel, Mmh. Oui, sur oui, je justement connais bien. Mmh. les études, et Mmh. comment, lire une étude. Alors c'est un épisode qui était assez complexe à tourner parce que, vulgariser la manière dont on lit les études, c'est pas facile, mais franchement, je trouve qu'il l'a très bien fait. Et déjà ça, pour ceux qui nous écoutent, c'est une bonne porte d'entrée, en tout cas pour comprendre, pourquoi toutes les études ne se valent pas et qu'est-ce qu'il faut, que ce soit pour, les professionnels ou, ou les personnes, «lambda» entre guillemets. Sachant que nous, Mmh. dans notre formation médicale, tu vois, on est, formés à la lecture critique d'articles. Pour notre concours de 6e année, c'est une, épreuve, extrêmement importante, mais on est formé pour réussir un concours. On n'est pas Mmh. formé pour, lire des études, toute sa vie et donc il y a plein de personnes, dont moi si je ne m'y étais pas replongé, je on perd très vite et on a été formé à être optimisé, pour un concours et pas forcément pour avoir un esprit critique. Sur ça, je te rejoins et je rebondis tout de suite. En fait, Vas-y, vas-y. j'en profite parce que, j'ai un module de formation sur justement l'analyse critique de littérature et ce que je dis, au début, au milieu, à la fin, à chaque étape, c'est lire, 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 lire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire qu'effectivement on va être capable de développer cet esprit critique? C'est quand on va, s'expérimenter, on va, lire des publications, on va chercher les biais, on va chercher à les comprendre et puis on va en lire, 5, 10, 15, 100 et cetera et il y a rien de tel comme dans pas mal de métiers, mais je pense que dans cette notion de lecture scientifique, c'est particulièrement vrai. On a vraiment besoin, d'habitude, d'expérience sur le sujet et j'ai un de mes livres qui est le traité de la pleine santé où j'ai plus de 10 000 publications. J'ai mis plus de 10 ans, à l'écrire, à compiler justement les données des publications et ça a été un travail de fourmi considérable, mais qui m'a énormément appris. Alors j'ai déjà avant, je lisais énormément la littérature, mais pendant ces 10 années où je me suis concentré sur le livre, en fait, c'était des heures quotidiennes de lecture scientifique et ça m'a donné des automatismes qui me sont, très utiles, aujourd'hui. Donc il s'agit pas de dire qu'on doit passer, des heures chaque jour, mais juste, comme tu le dis très bien, c'est-à-dire une fois qu'on sort de notre formation, initiale, d'aller garder cette habitude-là et je pense que c'est particulièrement important dans la société telle qu'elle évolue aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux et de ses idées reçues, quoi. J'interromps rapidement l'épisode pour vous parler d'Hippocrate, votre compagnon qui vous aide à construire une santé durable. Il utilise vos ressentis afin de vous aider à intégrer des habitudes saines dans votre quotidien. Nous l'avons imaginé, construit et développé avec un conseil scientifique et des coachs certifiés. Alors si vous voulez faire partie de la toute première phase test du produit, je vous laisse suivre le lien en description ou scanner le QR code en haut à gauche de votre écran. On peut reprendre. Et maintenant, on va passer à quelques idées reçues, si ça te va. J'en ai récupéré quelques-unes du livre, mais j'en ai récupéré aussi de mon expérience sur les réseaux, notamment les 2 premières qui me tiennent à cœur. Bon, la première, c'est on a commencé à aborder ça tout à l'heure déjà, c'est le gras fait grossir. Est-ce que c'est quelque chose qui est, vrai? Est-ce que c'est quelque chose qui est faux? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors, déjà dans le livre, le dernier, donc les 41 préjugés, c'est vrai que on est obligé de simplifier à un moment donné, parce que c'est un livre qui, se veut grand public ou alors c'est le traité de la pleine santé qui fait plus de 1000 pages et Ouais. cetera. Donc et toute la difficulté, c'est jusqu'où tu simplifies et à partir de quand tu tombes dans la caricature. Donc en fait, ta question: «Est-ce que le gras fait grossir?» j'ai envie de te répondre: «Oui et non» et à la limite pour, peut-être tous les préjugés, je serais amené à dire ça. C'est-à-dire que de facto, dès que tu vas avoir un apport calorique qui va être supérieur à tes dépenses, tu vas avoir une prise de poids. Alors après, ça va être avec des rendements entre qui vont être différents selon qu'on parle de lipides, qu'on parle de glucides, qu'on parle de protéines et cetera. Mais déjà, ce qui est essentiel, c'est quelle est la balance énergétique et est-ce qu'on est dans une phase de déficit calorique ou d'excès calorique et ça peut être fait par n'importe quel autre nutriment. Par contre, là où il y a une idée reçue très forte, c'est le raccourci selon lequel, en fait, les graisses qu'on va avoir dans notre assiette sont les graisses qu'on retrouve dans le tissu adipeux de notre organisme. On parlait tout à l'heure du sucre et des histoires de glucides, et cetera. C'est-à-dire quand tu as une alimentation qui a une charge insulinique qui est importante et qui dépasse
en fait, ton niveau de réserve de glycogène parce que tu bouges pas suffisamment dans la journée, puisque le glycogène, c'est la réserve, musculaire et hépatique, justement de ces glucides pour répondre à un besoin rapide, en fait, d'énergie au cours de l'effort musculaire ou pour maintenir la glycémie entre les repas, si on parle du glycogène hépatique. Donc en fait, tout est une question d'entrée et de sortie. Mais au niveau des glucides, si tu consommes plus de glucides que tu n'en dépenses par ton quotidien, ton stock de glycogène, il a une réserve qui est limitée. C'est-à-dire que pour le foie, c'est l'équivalent d'à peu près 80, on va dire 80 grammes, 50 à 100 grammes si on fait très large. Pour le muscle, ça va être 200, 300 grammes pour une personne sédentaire à 600, 700 grammes pour une personne sportive très, très adaptée, qui pratique régulièrement. Donc en fait, notre glycogène, il a été là pour, d'un point de vue évolutionniste, nous permettre d'assurer, un effort rapide, sans tomber dans l'anaérobie, puisqu'on parle plus de cycle aérobie, mais avec une réserve qui est malgré tout limitée. Là où le gras, en fait, bah, nous permet d'avoir, un rapport poids-énergie qui est très intéressant, puisqu'en fait, 1 gramme de calories, 1 gramme de glucides, c'est 4 calories, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, donc 9 kilocalories. Ce qui fait que, bah, quand on stocke 1 kilo de tissu adipeux, on a une réserve énergétique qui est beaucoup plus forte que ce dont on aurait besoin sous forme de glycogène pour avoir la même quantité d'énergie. Et heureusement, parce que si on porte 10, 15, 20 kilos de gras, imagine si on devait porter 2 à 3 fois plus sous forme de glycogène, on n'aurait pas un avantage biologique qui serait important parce qu'on serait trop lourd. Donc, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si tu as un excès de glucides, que ton glycogène est saturé par ton absence de mouvement ou par ton insuffisance de mouvement, tu vas fabriquer des triglycérides qui vont aller se loger dans les adipocytes et qui vont faire du gras. Ton gras que tu vas manger, tu vas avoir, oui, un apport énergétique, mais tu vas avoir des acides gras essentiels sur, les oméga 6, bah, pour les oméga 6, pour les oméga 3. On sait aujourd'hui que 98 de la population française manque des oméga 3 à longue chaîne. Donc en fait, si on veut faire une chasse, drastique aux lipides, on augmente le risque de déficit dans ces oméga 3. Donc il y a une question de quantité, une question de qualité. Tu as des vitamines liposolubles, tu as énormément de composés bioactifs liposolubles, comme on a aussi des toxiques, ou au sens des xénobiotiques, des métaux lourds, des biocides, et cetera, qui peuvent aussi être, lipophiles. Donc il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients à manger quelque chose de gras, parce que c'est l'exemple du mercure dont je parlais tout à l'heure avec, le saumon. À savoir que, bah, pourquoi on a plus de mercure dans le saumon? C'est simplement parce qu'il est capable de stocker, justement ce composé dans ses adipocytes. Donc, ah, le gras, en fait, a été tellement diabolisé, en faisant le raccourci du gras qui est présent dans nos poignées d'amour, hein, pour faire simple, que beaucoup de gens en fait se sont amenés à se restreindre et à se mettre dans des états de déficit encore une fois en oméga 3 à longue chaîne. Alors il y a d'autres facteurs hein, de déficit, mais ça fait partie des facteurs. Se retrouver en déficit encore une fois de composés bioactifs liposolubles, simplement par la peur de prendre du poids et parfois aller consommer des aliments qui vont faire sécréter beaucoup d'insuline à l'organisme de manière chronique, avec une insuffisance d'effort en face et qui va les amener à prendre non seulement, du poids également, mais à développer une résistance à l'insuline avec toutes les complications en termes de santé qu'on n'aurait pas eu forcément avec, un apport lipidique qui était plus important. Donc non, le gras ne fait absolument pas grossir, c'est l'excès calorique qui va faire, grossir et après, le gras présente des avantages et des inconvénients comme toute catégorie de nutriments. En fait, on n'en a pas un à diaboliser ou à sacraliser, on a juste à se dire, bah, comment on équilibre l'ensemble et c'est vrai qu'on a quand même poussé peut-être, l'apologie des glucides, un peu trop loin, au détriment des graisses. C'était plus dans ce sens, que je parlais d'idées reçues dans le livre, quoi. Ouais, mais c'est important, d'aborder ça comme ça parce que, comme tu dis, c'est un raccourci énorme qui est fait entre le gras dans l'alimentation qui devient directement du gras. Nos Mmh. cellules, ont besoin, des lipides pour plein de choses, pour leur fonctionnement et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que je trouve ça assez particulier de se dire que quelque chose qui existe depuis si longtemps et que notre corps a besoin, on a fini par le, diaboliser suffisamment pour que des gens veulent, ne plus du tout y toucher. Heu, Mmh. je trouve ça vraiment très particulier et ça montre quand même un certain «mal sociétal» quand même entre guillemets où on cherche
à nos problèmes le vilain petit canard qui serait, responsable de ça. Et ça me permet d'enchaîner, ah, tu voulais dire quelque chose? Tu veux rebondir? Ouais, en fait, je ferais rebondir tout le temps, donc je je vais Bien, m'en bien, empêcher bien. parce que sinon on va non, mais j'allais juste dire parce que c'est beaucoup plus simple, en fait, de chercher le vilain petit canard, pour reprendre ton expression. Tu sais, on est aussi, on a un système, ne serait-ce que d'un point de vue, neurobiologique, qui nous amène à être plus vigilants sur des dangers qui sont concrets, qui sont immédiats, et donc on va être plus attentif à ce genre de choses à quelque chose qui est abstrait, qui est systémique, qui est, sur du long terme, et cetera. Donc, en fait, c'est plus facile d'appliquer un conseil justement parce qu'on va diaboliser quelque chose que d'accepter de remettre en question, un certain nombre de facteurs, qui vont être, en tout cas dont les effets vont être visibles sur du long terme. C'est pas simple, en fait. Donc, c'est là Ouais. aussi où c'est important de peut-être, abaisser la pression pour des personnes, tu vois, qui auraient tendance à se sentir un peu, jugées ou, dans une logique, culpabilisatrice parce qu'on a toutes ces injonctions qui sont présentes, pardon, sur internet ou encore une fois sur les réseaux, et cetera, et se dire: «Bah oui, mais j'y arrive pas». Et il peut y avoir plein de raisons au fait effectivement de pas y arriver, d'où l'intérêt d'être accompagné par un professionnel qui va être à même en fait, d'adapter ce discours à la réalité du patient à un moment donné ou de la personne et pas de le faire tomber dans une de culpabilisation, de dévalorisation, de perte de confiance et malheureusement, c'est ce qui va se passer aussi sur, les réseaux sociaux parce que tu regardes une page Instagram où on te dit tout ce qu'il faut faire, et cetera, et ce qui est pas forcément réaliste, en tout cas pour la situation de la personne, et ça fait plus basculer dans un cercle vicieux que dans un schéma, vertueux pour la personne, quoi. On fait tomber les gens, en fait, dans un hyper contrôle. Justement, ça tombe bien parce qu'hier, on a sorti, un épisode avec, 2 psychiatres spécialisés dans les TCA, Camille et Hugo. C'est le deuxième épisode qu'on fait sur ce sujet-là qui me tient particulièrement à cœur, et le problème, c'est justement, tout ce qu'on voit sur les réseaux, «Il faut absolument pas manger ça, ça c'est du poison, ça». Ça fait juste un hyper contrôle constant où on Mmh. devient hyper vigilant et on adopte des comportements qui sont parfois compensatoires, et c'est la porte d'entrée idéale, pour des troubles comme les troubles des conduites alimentaires, et c'est un Mmh vrai, mh. vrai souci. Oui, c'est un vrai souci et d'autant plus, à la limite, pour des personnes comme moi où on va mettre en évidence beaucoup de problèmes et l'idée, c'est pas de parler de problèmes pour parler de problèmes, c'est juste pour faire un état de lieux, de façon à mettre en place des solutions, positives par la suite. Mais c'est vrai que si tu te cantonnes au 1er niveau, en fait, d'information, c'est extrêmement anxiogène et c'est à juste titre parfois critiqué dans le sens où, ça peut, créer des comportements orthorexiques, voire comme tu dis des troubles de la conduite, des conduites alimentaires, et cetera, ce qui est absolument pas l'intention, bien évidemment. Mais ça pose une question de se dire, est-ce qu'on doit aller, jusqu'au bout, tu vois, de l'explication pour permettre d'avoir l'adhésion de la personne dans son changement? Ou est-ce qu'il faut juste lui dire ce qu'il faut faire entre guillemets, sans forcément rentrer dans les détails et moi je pars du principe que c'est en comprenant qu'on va appliquer, plus facilement. Mais du coup, c'est une frontière qui est ténue entre, voilà, entre le côté délétère et puis le côté, bénéfique de ta recommandation. C'est l'exemple avec le réchauffement climatique où on sait que l'éco-anxiété est devenue un facteur, problématique à part entière qui est reconnu par, le dernier rapport du GIEC, et cetera, indépendamment des effets, de la perte de biodiversité, et cetera. Parce qu'en fait, quand tu amènes une telle réalité, et c'est pas simple en fait à accepter parce que tu es confronté à un besoin de changement qui est fort et qui peut effectivement amener à des dérives, donc c'est une question, c'est un sujet très intéressant parce que, pas simple du tout à maîtriser, quoi. Ouais, c'est une espèce de jauge qui est très difficile à manier, et puis un Mmh, petit peu l'impression de danser sur un fil, au-dessus du vide, par moment, sans forcément mmh. être tout le temps attaché. Je vous coupe 5 secondes juste pour vous demander de vous abonner si vous aimez le podcast et de mettre 5 étoiles sur Spotify et les plateformes comme YouTube ou Deezer. Ça nous soutient et nous permet d'avoir toujours plus d'invités exceptionnels. Et justement, il y a un autre sujet, je trouve, qui prend de l'ampleur, de ce côté-là, où pendant un temps, c'était le gras qui était diabolisé, toutes ces choses-là. Maintenant, ça va être énormément les glucides. Moi, je tombe Mmh. sur pas mal de réseaux. Je vois beaucoup de réseaux où ça y est, le régime cétogène, c'est le régime miracle.
Je vois vraiment des choses qui me font froid dans le dos, où des personnes, non qualifiées proposent à des personnes en, comment? En pleine cure de chimio pour des cancers, avec D'être en tous les cétose, risques quoi. qu'il y a Ouais. derrière et toutes ces choses-là. Mmh. Hem, est-ce qu'il y a une, comment dire? Base scientifique quand même au fait de dire que ça y est, les glucides, c'est mauvais? Ça va être encore très nuancé, je me doute, mais est-ce qu'on pourrait remettre un petit peu les choses au clair pour ce discours-là, en tout cas qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux? Oui, ben en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aucun nutriment à diaboliser, quel qu'il soit. C'est toujours, ce principe d'homéostasie, au sens cellulaire du terme, c'est-à-dire le principe d'équilibre et d'être capable de revenir à son état d'équilibre en fonction des sollicitations externes. Donc les glucides, on en a besoin, dans le sens où on a ce stock de glycogène qui va faire face aux stimulations, au sens, du fonctionnement du cerveau, au sens du mouvement musculaire et cetera. Les lipides, on l'a vu, c'est une source de réserve avec un rendement énergétique qui est extrêmement intéressant. C'est aussi le vecteur de composés liposolubles. On peut parler bien sûr des protéines avec leur rôle structural, leur rôle fonctionnel, parce que toutes nos protéines sont issus aussi de protéines alimentaires ou en tout cas d'acides aminés qu'on va consommer à un moment donné à partir de l'information génétique. Donc il y a un rôle fonctionnel qui est extrêmement important. Il y a pas un nutriment à diaboliser, c'est plus ce qu'on en a fait au cours du temps qui est un peu exacerbé ou sous-estimé. Sur le côté du régime cétogène, j'aurais plein de choses à dire là-dessus. Donc je sais pas comment être simple sur le sujet, mais déjà remettre dans le contexte effectivement de savoir que à la base, c'est un modèle de survie, c'est-à-dire qu'on a une capacité justement à aller produire des corps cétoniques à partir des graisses, par un mécanisme particulier qui est cette cétogénèse, et qui va être activé quand on a une déplétion justement en glycogène qui est suffisamment forte. Parce que le cerveau, comme d'autres organes glucodépendants, ont besoin de glucose pour, fonctionner et je parlais de à peu près 80 grammes de glycogène hépatique. Souvent, on considère que c'est sur à peu près 24 heures, une réserve suffisante pour assurer justement la nutrition du cerveau et au bout de 4-48 heures, l'organisme va être en stress parce qu'il n'a pas une réserve énergétique, une réserve en glucose suffisante pour assurer les fonctions. Donc, il va aller activer de manière beaucoup plus forte cette cétogénèse pour que les corps cétoniques, et notamment le BHB, le bêta-hydroxybutyrate, viennent prendre le relais du glucose pour nourrir les organes glucodépendants. Et effectivement, au bout de 48-72 heures, il y a ce qu'on appelle aussi cette euphorie, au sens où, en fait, on se sent bien, parce que le cerveau a toute l'énergie dont il a besoin, parce qu'il entre guillemets, il est très friand de corps cétonique. Donc, il y a plus d'état de fatigue, il y a plus d'état de baisse de vigilance et cetera. Il y a une sorte de constance intellectuelle qui est très pernicieuse et on le voit dans les grèves de la faim ou autres. C'est-à-dire que les personnes ont l'impression d'aller très bien par cette existence, en fait, d'une production de corps cétonique suffisant, sauf qu'elles se mettent en danger forcément par l'épuisement progressif des réserves de graisse. Donc là, je parle du jeûne plus que du régime cétogène, mais le régime cétogène est sur le même principe, c'est-à-dire que tu vas couvrir les besoins caloriques, mais tu vas apporter environ 30 à 50 grammes de glucides maximum dans la journée. Et donc ça va activer cette cétogénèse dans une moindre mesure que pour un jeûne long, mais tu vas quand même l'activer. Et notamment au niveau neuro-inflammatoire, on sait que le BHB est un composé qui est très intéressant. Ça a été documenté au départ auprès des enfants épileptiques, où on a vu qu'en proposant des régimes cétogènes stricts, on avait une diminution de la fréquence des crises. Sauf que c'est des modèles qui tenaient pas dans le temps parce que l'observance était trop compliquée, donc surtout chez des enfants. Donc on a sur les pathologies neurodégénératives quelques éléments qui sont intéressants par rapport au régime cétogène. Donc il y a des bénéfices à ce modèle-là, mais il y a effectivement aussi toute une série d'inconvénients et je pense qu'on pourrait en parler pendant tout le podcast, donc je vais pas les développer là, mais à à trop mettre en avant effectivement le bénéfice du régime cétogène, on met pas en avant les risques, associés et Et je tu dis pourrais en souvent pour les citer gens qui 2-3? veulent Si tu en as sur quand même le un ou 2 qui seraient juste importants à retenir pour avoir une balance? alors oui, le 1er qui est juste essentiel, c'est le déficit calorique. C'est-à-dire que en fait, c'est vraiment ce qui va déterminer la suite du régime, cétogène ou du modèle cétogène.
C'est-à-dire que quelqu'un qui est en cétose et en iso-énergétique, finalement, les inconvénients, ils sont assez, je vais pas dire mineurs, mais c'est des contrats moraux, sociaux, et cetera, parce que c'est pas facile à mettre en place, dans la vie de tous les jours, et c'est pas quelque chose qu'on va mettre en place sur quelques semaines. C'est quelques mois, voire davantage. Donc en fait, c'est compliqué, mais c'est compliqué dans la vie sociale telle qu'on a. Mais si on a, encore une fois, une charge calorique qui est suffisante pour couvrir les besoins, on va pas avoir ni d'acidocétose, qui est une des complications, potentielles, mais alors sans parler du patient diabétique, à ce niveau-là ou du jeune, mais si tu es en isocalorique, c'est-à-dire que tu couvres tes besoins, ta cétonémie, elle reste quand même modérée, y compris chez des athlètes, qui vont te faire des plusieurs heures d'entraînement par jour et le modèle cétogène a été très documenté justement chez les athlètes d'endurance, à ce niveau-là. Après ça peut amener à des déficits parce que l'équilibre global de l'alimentation n'est pas «bon» entre guillemets, mais comme je dirais n'importe quel autre, modèle, à ce niveau-là, et c'est un des facteurs de confusion, pour pas dire le facteur de confusion le plus important qu'on a dans la littérature justement sur les modèles cétogènes. C'est-à-dire que, le seul critère qui va être évalué par les auteurs, c'est le critère cétose ou pas cétose. Sauf que tu peux faire, un régime cétogène en mangeant, des oléagineux, de la poudre d'amande, des huiles de très bonne qualité, des légumes bio, et tu peux manger, cétogène en mangeant de la charcuterie, du fromage à longueur de journée, des aliments ultra transformés, qui ont été faits pour ce régime-là au niveau, industriel, et cetera. Donc évidemment, l'impact sur le microbiote, sur ta santé, ne sera absolument pas le même en fonction des 2, du modèle que tu vas choisir. Pour autant, tu seras à chaque fois dans une cétose qui sera considérée dans l'étude, et puis on va analyser, typiquement l'effet du régime cétogène sur la composition du microbiote. En fonction de la façon dont tu vas composer ce mode cétogène, tu auras des conséquences très différentes sur l'alpha-diversité. Et on voit par exemple une perte de diversité du microbiote et qui a tendance à revenir à la normale après quelques mois chez des gens qui sont en cétogène, à partir du moment où justement ils ont une alimentation qui est de qualité entre guillemets sur les autres critères. Ce qu'on sait sur le microbiote, c'est que les bactéries n'aiment pas les régimes extrêmes au sens de l'équilibre du microbiote. C'est-à-dire quand on est dans un modèle hyper quelque chose, glucidique, lipidique, protéiné, etc. Donc pourquoi je dis tout ça, c'est que il y a plein de sujets, il y a plein d'effets délétères potentiels d'un modèle cétogène, en charge isocalorique, mais qui sont, liés à la façon dont on gère le régime cétogène. Par contre, quand on parle de conséquences plus dommageables, notamment au niveau immunitaire, on sait qu'il y a une susceptibilité infectieuse qui peut se mettre en place. Il y a, une susceptibilité, également, au niveau de cherche-moi le terme, je l'ai perdu, mais ça me reviendra, mais en fait, une perturbation du cycle du cortisol, par exemple, qui va être plus importante, et un état de fatigue, associé, et tout ça, c'est lié au fait qu'on est en hypocalorique, et si tu es en hypocal, tu vas, augmenter fortement la production de corps cétonique. Tu vas augmenter ton besoin protéique pour compenser en fait ce déficit, calorique, parce qu'en fait une partie des protéines vont être utilisées dans un but énergétique, et c'est là où on va retrouver, une augmentation des risques de blessures chez le sportif par exemple, des difficultés de récupération, une fonte musculaire, une baisse du métabolisme de base et toutes les complications associées. Cet effet n'est pas lié au régime cétogène, il est lié au fait que la personne se retrouve en déficit calorique parce que, elle fait un modèle cétogène qui n'est pas adapté pour elle, à ce niveau-là. Et c'est typiquement ce qu'on a communiqué pendant longtemps avec les diètes hyperprotéinées, où justement, en fait, tu étais dans un modèle de perte de poids, où on avait, 2-3 grammes de protéines par kilo de poids corporel pour compenser, en fait, le besoin protéique qui était accru par le mode hypocalorique. Et je dirais qu'à la limite, on avait un effet bénéfique qui était qu'il y avait une surconsommation de protéines, mais il y avait une conséquence qui était dans tous les cas une baisse du métabolisme de base. Donc si tu as des gens qui font un modèle cétogène, qui se retrouvent à perdre du poids, en fait, c'est ce qui va, un petit peu être la jauge. Après, on peut travailler sur l'impédance-métrie, on peut avoir des valeurs en fait pour objectiver la situation de manière un peu plus, précise, mais ne serait-ce que sur le poids, souvent il y a une perte de 2 à 4 kilos, qui peut s'entendre le temps de trouver des nouvelles habitudes alimentaires, mais ça doit se stabiliser. Si la personne se met à perdre du poids et ne compense pas par une augmentation des apports, protéiques,
là, elle se risque aux complications que j'ai indiquées, c'est-à-dire difficulté de récupération, faiblesse musculaire, baisse du métabolisme de base, perturbation du cycle du cortisol, faiblesse immunitaire, etc. Mais c'est pas le problème du cétogène, c'est le problème de la façon dont on le gère. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que contrôler le poids pour vérifier que la personne continue pas à en perdre au cours du temps, ou alors on bascule vers un mode plus hyperprotéiné, et ça veut dire augmenter les apports en eau, parce qu'on aura plus de déchets azotés. C'est aussi effectivement faire attention à avoir une cétonémie qui ne monte pas trop, à avoir beaucoup de sels organiques qui vont, entre guillemets, tamponner la charge acide avec des citrates, avec davantage de légumes, etc. Bon, il y a toute une série de précautions à prendre. Je ne sais pas si j'ai pas été trop loin dans les explications par rapport à ta question, mais si je dois juste te donner un conseil par rapport au cétogène, c'est la charge calorique. C'est vraiment le point dur, parce qu'en fait, les personnes qui vont se mettre à manger cétogène, déjà, tu as une perte de diversité qui fait que tu te lasses un petit peu des aliments. Et si en plus tu es sportif, tu as une dépense calorique qui est importante, si tu dois manger 3000, 4000, 5000 calories sous forme de lipides et d'un peu de protéines, c'est compliqué. Et en fait, les lipides, en plus, ont un effet satiétogène qui est beaucoup plus prononcé que les glucides. Donc en fait, tu arrêtes de manger plus rapidement, et puis tu en as assez de manger des avocats, de la poudre d'amande, des huiles, quelle que soit leur qualité. Et là, on tombe dans le risque. Mais c'est plus dans la gestion du modèle que dans le modèle intrinsèque à ce niveau-là, quoi. Et chez le sportif, tu vois, il y a toute une série d'adaptations à l'effort qui sont liées au fait de conserver un apport glucidique suffisant. Donc, tu as plein de sportifs qui vont vers des modèles low carb ou voire cétogènes, et qui se désadaptent complètement sur toute une série de mécanismes enzymatiques. Tu as une enzyme clé qui s'appelle la PDH, par exemple, la pyruvate déshydrogénase, et on voit qu'au bout d'à peu près 3 semaines, la personne va perdre de cette activité enzymatique parce qu'elle est plus confrontée à un apport régulier de glucides. Donc, tu peux avoir un avantage d'un côté, mais tu t'en t'en perds aussi d'un autre côté. Donc, c'est toujours une balance décisionnelle qu'il faut considérer. Donc, un modèle cétogène peut être très bien adapté pour certaines personnes qui le maîtrisent très bien, qui pour moi sont accompagnées dans les premiers mois, où il y a une indication précise, qui acceptent socialement que ce soit différent et qui en voient un vrai bénéfice par rapport aux contraintes. Et un modèle cétogène peut être fait n'importe comment à ce niveau-là. La dernière chose que je préciserais, c'est plus sur les profils génétiques, notamment sur les ApoE. Donc on a ces profils, on a un polymorphisme génétique entre les ApoE2, 3, 4, et on sait que les gens qui sont ApoE2, homozygotes ou ApoE3, vont avoir une capacité à être plus orientés vers des modèles lipidiques que des ApoE4, par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas accès à cette information à titre préventif en France. C'est possible dans d'autres pays. En France, on va le faire quand il y a une suspicion d'Alzheimer, ou quand il y a des pathologies spécifique, où là, effectivement, on va pouvoir faire la recherche, mais c'est pas fait à titre de prévention pour moduler la qualité de l'alimentation. Mais typiquement, des gens qui sont ApoE2 auraient beaucoup plus de bénéfices à faire un modèle cétogène qu'un homozygote 4, par exemple. C'est super important ce que tu viens de dire, pour la simple et bonne raison que sur les réseaux sociaux, je vois trop souvent le régime cétogène utilisé comme régime magique de la perte de poids. Mmh. Et des Ouais. personnes qui sont très heureuses de partager leurs connaissances autour du régime cétogène qui leur ont permis de perdre 20 kilos, et qui vendent ce régime, parce que quand tu parles de suivi sur un tel régime, on parle pas d'un suivi d'un coach que vous avez trouvé sur LinkedIn ou sur Instagram. On parle d'un suivi Mmh. médical avec un Bien suivi, sûr. Mmh. comme tu dis, au niveau, musculaire, au niveau de la fonte, et c'est aussi à extrapoler sur les, patients en cancérologie où, il y a des perspectives qui sont intéressantes sur certaines études, mais heu, en cas de déficit énergétique, comme tu le disais, il y avait une grosse fonte musculaire, une baisse du Ouais. métabolisme, et qui entraînait, à l'inverse, un surrisque de mortalité chez ces personnes qui, au final, étaient dénutries, à cause de ce régime, même si le régime n'est pas le problème en lui-même, mais c'est le la diminution de l'apport calorique qu'il propose. Donc Ah non, oui, c'était très clairement, ouais. Ouais, et typiquement dans ce que tu dis pour les chimios ou les patients cancéreux, c'est cette notion de déficit calorique et de toute la cascade associée derrière
comme bah, tu l'as très bien dit, qui est un vrai risque en soi. Ça veut pas dire, et là je mets de côté le patient cancéreux ou autre, mais vraiment sur les personnes entre guillemets «en bonne santé», effectivement, ces régimes qui sont vendus sur internet ou sur les réseaux, et cetera. On peut perdre du poids au sens positif du terme avec un régime cétogène, mais ça doit être fait correctement avec un professionnel qui sait ce qu'il fait, et après la personne, elle peut être autonome et elle a pas forcément besoin du professionnel, mais juste au départ, pour bien poser les jalons, pour qu'il y ait un suivi biologique avec un certain nombre de marqueurs qui vont être vérifiés pour voir que tout se passe bien, et ça peut être une solution. Mais effectivement, si la personne se met à perdre beaucoup de poids d'un seul coup, simplement en cétogène, sans vérifier notamment sa charge calorique, ça c'est là où on voit toutes les complications associées, quoi. Et c'est aussi, cette notion alors, c'est un sujet qui est important. On sort un peu du cadre, mais qui est important aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est aussi cette notion de poids et le fait que, le poids n'est pas, 100 une valeur de bonne santé et on a trop associé, le fait d'être en bonne santé au, poids que l'on fait, aux chiffres sur la balance, et si on sort encore plus sur la partie, esthétisme et le pourquoi du comment les gens veulent perdre du poids et le poids n'est pas forcément un vecteur de bonne santé, donc c'est pas parce que vous perdez du poids que vous allez forcément être en meilleure santé. Ça, Et c'est correct. inversement, c'est pas parce que tu as ton poids qui est stable que tu améliores pas tes paramètres de santé, tu vois? Exactement. Ça fonctionne Mais aussi dans les 2 sens. les gens qui nous écoutent vont être ça va les énerver de se dire: «Mais c'est fou, ils sont trop dans la nuance, on a besoin de trucs un peu directs, un peu». Mmh, mmh. Bah, et puis en plus là, tu vois, d'avoir des choses concrètes, on pourrait se dire: «Bah, on va proposer un impédance-mètre», sauf qu'on sait que les impédance-mètres ont beaucoup de limites. Déjà la plupart des appareils sont des monofréquences, c'est pas des multifréquences, et même un appareil de bonne qualité en multifréquence, segmenté, et cetera, donc à un budget de quelques milliers d'euros pour un professionnel qui va avoir ça en cabinet. La reproductibilité, en fait, des mesures est problématique parce que selon la situation de la personne, le jour où elle vient au cabinet, on peut avoir des résultats qui vont être différents, et à moins qu'on ait un jour, un système de DEXA mobile qui permet d'avoir, une une analyse corporelle extrêmement précise. Ça viendra sans doute, mais on peut même pas, en fait, évaluer de manière certaine une répartition corporelle avec des outils en cabinet, «en routine» quoi, entre Mmh, guillemets. Donc c'est là où effectivement il y a une forme de subjectivité également, même pour le patient. Je disais en plaisantant, c'est pas parce que ton poids est stable que c'est pas un paramètre de santé qui peut être bon, au sens, alors je sais pas, c'est pas très français quand j'ai dit ça, mais je vais reprendre pour que ce soit plus juste, c'est que, tu vois, quelqu'un qui se remet en mouvement musculaire, quelqu'un à qui tu vas faire des exercices adaptés pour reprendre un peu de masse musculaire, ou quelqu'un qui est justement en régime hypocalorique pour perdre de la masse grasse, bah, va reprendre une activité adaptée et peut se retrouver effectivement à avoir une perte de masse grasse au profit d'une masse maigre, d'une masse musculaire, ce qui va augmenter son métabolisme de base, ce qui va lui permettre de dépenser plus de calories au repos, indépendamment de la dépense calorique liée à l'effort, ce qui va modifier sa tonicité musculaire, sa silhouette, sa perception à elle, son état, et ça va être très bénéfique. Alors qu'en fait, sur le poids, bah, sur la balance, le poids est le même, et l'impédance peut être utile comme peut être contre-productif, en fait, en fonction du moment où la mesure est faite, indépendamment de la qualité de l'appareil, quoi. mmh. Moi, je milite, hein, de toute façon, moi, pour que tout le monde jette sa balance par la fenêtre et que ce soit un outil médical en tant que tel. Parce que, comme tu dis, les personnes qui commencent le sport, qui vont à la salle de sport ou autre, bah, ils peuvent se retrouver avec des chiffres stables sur la balance, voire même parfois des chiffres qui augmentent, alors que bah, leur silhouette s'affine, qu'ils sont en meilleure forme. Et justement, c'est cette espèce de focus sur ce chiffre-là qui fait aussi qu'on dérive un petit peu vers des troubles des conduites alimentaires ou des choses. On a parlé glucides, on a parlé lipides. Là, en ce moment, il y a quand même une sacrée mode de l'hyperprotéiné. Alors moi, je suis content parce que faisant pas mal de sport, l'apport en protéines, c'est parfois un peu compliqué à en avoir suffisamment. C'est un discours qu'il y a chez beaucoup de professionnels de santé, chez beaucoup de médecins notamment, que les protéines sont mauvaises pour les reins, que ça sert à rien de trop en consommer et d'autres personnes que j'ai pu voir sur les réseaux qui disent justement que
l'origine hyperprotéinée, ça a cet avantage d'avoir un meilleur pouvoir de satiété, d'avoir une diminution de la perte musculaire en cas de sédentarité, d'avoir... C'est quoi un petit peu l'état de l'art dessus? Il y a un tel écart, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle hyperprotéiné, tu vois, déjà par rapport à la norme, c'est-à-dire que, comme tu dis, sur les réseaux ou de la part de certains professionnels, quand on parle entre guillemets d'hyperprotéiné, ça va être des quantités de 1,6 g, 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel. En fait, c'est le référentiel aujourd'hui, on le prend vraiment sur justement cette notion de grammes de protéines par kilo de poids corporel par jour. Donc à chaque fois, quand je vais dire 1,5 g, 2 grammes, ce sera toujours par rapport à cette unité. Et quand on parle de modèles hyperprotéinés au sens, par exemple, hypocalorique dont je te parlais tout à l'heure, c'est des modèles à 2,5 g, 3 grammes. On a même des modèles parfois à 4 grammes. Donc en fait, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Et puis les modèles associés ne sont pas les mêmes du tout. En fait, déjà, si on regarde le besoin de base, alors officiellement, il est entre 0,8 0,9 grammes par kilo de poids corporel par jour, mais juste pour le maintien des fonctions vitales et dans l'hypothèse où on consomme des protéines d'excellente qualité au niveau de ce qu'on appelle l'aminogramme, c'est-à-dire le profil dans les différents acides aminés essentiels. Donc c'est pour ça que usuellement, en général, on parle plus d'un besoin de 1 gramme à 1,2 gramme de protéines par kilo de poids corporel pour considérer le fait que il y a potentiellement certains acides aminés essentiels en moindre quantité. Quand tu vas cuire ton steak, et cetera, tu vas avoir une dénaturation qui fait que, tu as une assimilation qui est en tout cas une utilisation protéique qui est un petit peu moins bonne. Donc souvent 1 gramme, 2 c'est quand même, la base. Quand je dis la base, je m'entends, c'est le référentiel usuel qu'on peut garder en tête. Effectivement, si tu regardes les données de littérature, globalement, la population française, on est à peu près sur 1,3 g, voire 1,4 g, entre 1,2 g et 1,4 g. Donc ça veut dire qu'à l'échelle de statistiques, les Français mangent assez de protéines. Mais c'est le problème de la moyenne. C'est-à-dire que si déjà on parlait de valeur médiane, ça serait un peu plus intéressante, mais ça veut dire qu'il y a autant de personnes qui ont des besoins, des apports inférieurs que de personnes qui ont des apports supérieurs par rapport à ça. Donc, en fait, en disant cette généralité que les Français mangent assez de protéines, on dit tout et rien à la fois. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement des individus qui mangent pas assez de protéines et on sait que les protéines, tu parlais de l'effet de satiété, je parlais tout à l'heure de l'effet structural, fonctionnel pour les anticorps, pour les hormones, pour les enzymes, pour les neuromédiateurs, etc. Bien évidemment, les protéines, elles sont absolument indispensables à notre besoin. Hem et quand tu regardes un certain nombre de publications, tu vois que des apports à 1,5 g, 1,6 g jusqu'à 2 grammes par kilo de poids corporel, sont intéressants, parce que, ces quantités pardon sont intéressantes parce qu'effectivement, on sait qu'on couvre le besoin et on tombe absolument pas dans des effets, adverses, d'un excès de protéines, en fait. Donc, quelqu'un qui voudrait manger 1,5 g à 2 grammes, en soi, hormis pathologie spécifique, tu parlais de la partie rénale et cetera, il y a aucune raison, en fait, de l'en empêcher. La seule précaution, c'est qu'il faudra boire un peu plus pour justement avoir une élimination des déchets azotés qui soit adaptée. Après, si je mets ma casquette, un peu plus systémique et que je regarde, la partie écologique et cetera, je tiendrai pas du tout le même discours parce qu'aujourd'hui, on sait que, les apports en protéines sont aussi, associés à des modèles, dans l'élevage et cetera, qui font que si tu veux couvrir 1,5 g à 2 grammes pour toute la population, ça veut dire que tu irais vers des modèles qui seraient pas compatibles en termes de biodiversité, en termes de réchauffement climatique et cetera. Alors que tu peux avoir des modèles, extensifs au niveau de l'élevage qui sont très bénéfiques. Mais je mets ça de côté parce que sinon, je vais digresser et puis ça sera voilà, ça va nous amener vers autre chose, mais on pourra en reparler. Donc, je mets de côté vraiment l'aspect écologique. Si je reste vraiment sur l'aspect purement nutrition, physiologie, on a pas mal de personnes qui ne mangent pas assez de protéines. Mais déjà, de les amener à 1,2 g serait très bien. Et après, pourquoi pas aller un petit peu plus loin, 1,5 g à 2 grammes. Les sportifs, tu parlais de l'activité, on estime qu'un sportif régulier à 2-3 séances par semaine, il est plutôt 1,3 g, 1,5 g. Quand tu es dans des situations de prise de masse musculaire, tu vas avoir un besoin qui va être augmenté en fonction de la qualité de la protéine. On estime que c'est un besoin de 1,6 g à 2,4 g à peu près de protéines par kilo de poids corporel.
Donc souvent, on a un peu cette valeur moyenne de 2 grammes par kilo, mais c'est dépendant aussi du type de protéine qui va être associé. Et pour répondre à la question sur la partie liée donc au risque en fait associé, là aussi quand tu regardes la littérature, en fait, on n'a pas, en tout cas à ma connaissance, de publication qui évalue sur du long terme les effets d'un apport très élevé de protéines. J'ai en tête notamment une publication qui propose en fait 4 grammes 4 de protéines par kilo de poids corporel par jour, et à 4 grammes 4, il y avait pas de problématique rénale, sauf chez les personnes qui présentaient une insuffisance rénale initiale ou autre. Donc au final, en fait, on n'a pas de données qui objectivent les effets à long terme d'une consommation à 4-5 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Ça ne veut pas dire que c'est bénéfique pour autant. C'est juste qu'on a une absence de données suffisantes à ce stade-là. Donc je dirais en conclusion là-dessus, c'est effectivement quand même surveiller l'apport en protéines, parce qu'on a un certain nombre de personnes qui en manquent, et compte tenu des bénéfices de couvrir ses besoins, c'est quand même un critère important. C'est pas pour autant qu'on doit mettre tout le monde en modèle hyper protéiné, d'autant plus quand on a des considérations autres que simplement nutritionnelles, et c'est là où je parlais notamment de la notion écologique, quoi. Mmh. Ouais, je pense que c'est en fait, ces chiffres-là, je trouve qu'ils sont toujours, dans une drôle de perspective. C'est-à-dire que, en effet, je vois complètement la part de population qui consomme, 1,3 grammes par kilo de poids de corps, tu vois? On a une alimentation quand même quand on est, plutôt, à la campagne avec les produits locaux, avec tout ça, les viandes en sauce, toutes ces choses-là, mais je vois aussi complètement les personnes, et surtout chez les jeunes, qui ont pour ceux qui ont des régimes, véganes ou végétariens par exemple, mais même pour d'autres où en effet l'apport en protéines est vraiment, très faible. Moi, souvent, quand on me pose des questions un peu sur l'alimentation et comment faire, c'est une des premières choses que je dis, d'essayer d'augmenter son apport en protéines, quand on regarde un petit peu, ce que les gens mangent. Parce que déjà, comme on disait tout à l'heure, sur la satiété, ça va beaucoup changer, le repas, et donc les apports, totaux finissent par, un peu diminuer dans l'ensemble, à ce moment-là aussi. Et on sait aussi que le moment de prise, tu vois, des protéines est important. Alors déjà sur 24 heures par rapport à la notion de chronobiologie nutritionnelle, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, je vais éviter d'en parler pour pas partir dans plein de sujets différents, mais simplement là sur le fait de manger des protéines en début de repas, on sait que justement par rapport à la vitesse de digestion, au travail digestif associé, ça va créer un effet de satiété qui va être plus prononcé. Donc c'est des petites choses. Alors ça n'a rien de miraculeux, et c'est comme l'histoire de la cuillère à soupe de vinaigre de cidre qui ferait qu'on aurait une meilleure glycémie, et cetera. Faut pas le voir comme quelque chose de dithyrambique, encore une fois, mais comme des petits éléments qui peuvent être intéressants à considérer, quoi. Ouais, complètement. C'est plein de petites choses comme ça aussi qui permettent d'aider sans qu'il y ait heu, d'effets miraculeux sur la C'est santé ça. ou le quotidien. Hem, Tu as abordé tout à l'heure le côté des repas par jour, le nombre de repas. C'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai mis du temps aussi un peu à à capter et à appliquer, ne serait-ce que pour moi-même. On parle beaucoup du jeûne intermittent comme quelque chose d'un petit peu, «miraculeux» aussi entre guillemets. Heu, Encore une fois, c'est absolument pas aussi, aussi, comment? Efficace que ça, mais je pense que c'est un Mmh. sujet qui est intéressant au moins pour, faire un petit point pour ceux qui nous écoutent. Mmh. Alors effectivement, on parle beaucoup de jeûne intermittent, mais ça à la base, c'est sur des protocoles, sur des modèles animaux où en fait on va faire jeûner les souris pendant 24 heures, on leur donne à manger pendant 24 heures et on enchaîne comme ça. C'est vrai que, aujourd'hui quand on parle de jeûne intermittent, chez l'homme, on devrait, parler d'ATR, d'alimentation en temps restreint, ou de TRE pour l'acronyme anglo-saxon, où effectivement pendant 15-16 heures, il y a une absence de prise alimentaire, et après, l'ensemble des prises va se faire sur le délai de 7-8 heures à peu près. Et c'est un peu déjà ce que je disais tout à l'heure, à savoir que on voit un bénéfice à avoir une absence de travail digestif au moins sur une douzaine d'heures. Donc, quand tu as des gens qui basculent vers un 16-8 et qui avant n'avaient que 8 heures de repos digestif parce qu'ils mangeaient tard le soir et ils mangeaient tôt le lendemain matin, déjà une part du bénéfice est à attribuer au fait qu'ils vont avoir au moins une douzaine d'heures. Après, sur
Le bénéfice en supplémentaire, il a souvent été attribué, dans les publications notamment, au fait que justement il y avait une baisse des apports caloriques, donc un déficit calorique, qui amenait à une perte de poids, qui amenait à une meilleure sensibilité à l'insuline. Et donc les détracteurs du jeûne intermittent, premier réflexe, ça a été de dire, bah, c'est simplement parce que les gens mangent moins. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même quelques publications qui, alors ça c'est maigre, ça demande à être conforté, mais qui montrent que même quand on a un apport calorique ISO et quand on a une bonne répartition justement des macronutriments, on a quand même une amélioration de la sensibilité à l'insuline et souvent une légère perte de poids qui est liée à l'amélioration de cette sensibilité, un peu comme pour le cétogène tout à l'heure dont on parlait, c'est-à-dire que forcément, un cétogène va amener à avoir une meilleure sensibilité insulinique et du coup, potentiellement une amélioration également du poids par rapport à ça. Et ça, c'est lié justement à l'aide, à la, comment dire, pour que ce soit juste, à la restauration partielle du rythme circadien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où on se désynchronise complètement au niveau circadien parce qu'on est enfermé toute la journée dans nos voitures, dans nos bureaux, dans nos maisons, etc. Donc on a une insuffisance d'exposition à la lumière naturelle au cours de la journée, y compris assez tôt le matin. Et le soir, on a une surexposition à la lumière bleue par les LED des ordinateurs, des écrans de téléphone, par les LED qui sont présents au niveau des lampes, etc. dans les maisons. Et donc, on sait qu'il y a beaucoup de facteurs de désynchronisation. La dette de sommeil en est un autre. Là aussi, plein d'exemples à donner. Mais en fait, quand on parle de rythme circadien, il y a deux facteurs de régulation essentiels. Il y a d'un côté l'horloge centrale, qui est justement très dépendante de la luminosité et de l'obscurité. Au niveau des noyaux suprachiasmatiques, c'est un peu ce système qui va réguler justement le rythme biologique. Et on a des horloges périphériques. Et en fait, ces horloges périphériques, elles sont présentes dans la plupart des organes, pour pas dire tous les organes, mais notamment dans les organes du système digestif et dans les organes, dans le tissu musculaire. Donc on va mettre de côté l'aspect musculaire si on reste juste sur le côté du jeûne intermittent. Mais le foie, par exemple, c'est l'organe qui a le plus d'impact sur la modulation de l'information de l'horloge centrale en fonction justement de ce qu'on mange et en fonction de la fréquence des repas, de la durée d'absence de prise de repas, etc. Et on sait que donc on a des horloges périphériques dans les hépatocytes, dans les entérocytes, on en a au niveau du pancréas, on en a au niveau du tissu adipeux. Donc finalement, c'est pas simplement quelque chose d'ésotérique quand on parle des bénéfices du jeûne intermittent, parce que c'est ce qui a été souvent aussi véhiculé, c'est qu'on voit qu'effectivement, le fait de mettre au repos ces organes-là pendant un temps donné, par la modulation de l'information de l'horloge centrale, on a quand même certains bénéfices et le fait d'avoir un rythme circadien qui est, entre guillemets, mieux équilibré, génère une meilleure sensibilité à l'insuline, tout simplement parce que la désynchronisation du rythme amène à une résistance à l'insuline. Et c'est ce qu'on voit chez les gens qui travaillent la nuit en horaire décalé, où on voit résistance à l'insuline, diabète, maladie cardiovasculaire, obésité, etc. Parce que en fait, ce rythme circadien, il est absolument fondamental à notre santé. On l'a largement sous-estimé, on commence à en parler de plus en plus. Et typiquement, ce qui est documenté aujourd'hui dans la littérature par rapport au jeûne intermittent, c'est cet impact sur la restauration du rythme circadien. Mais c'est un peu comme l'histoire du cétogène tout à l'heure, où tu parlais de personnes véganes, on pourrait tenir le même discours. C'est qu'est-ce qu'on mange en dehors du critère, tu vois, qu'on va étudier. C'est-à-dire que le fait de dire à la personne qu'elle mange pas le matin ou qu'elle mange pas le soir, en fonction du type de jeûne intermittent qu'elle va faire, c'est une chose, mais derrière, c'est quelle est la qualité de ce qu'elle va manger au niveau protéique, on en parlait tout à l'heure, au niveau de sa charge calorique, au niveau de la densité micronutritionnelle. Donc tu as des gens qui peuvent manger, entre guillemets, n'importe comment en jeûne intermittent, comme en alimentation avec 3 ou 4 repas par jour sur toute la journée. Et tu as des gens qui peuvent tout à fait manger correctement, avoir une bonne qualité nutritionnelle sur une période de 8 ou 9 heures. C'est sûr que c'est plus dur parce que, notamment au niveau protéique, ça demande de revoir des habitudes alimentaires, notamment pour des gens, par exemple, qui vont prendre un petit déjeuner et qui mangent pas le soir. C'est moins fréquent parce que socialement, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais si t'as pas un apport protéiné suffisant le matin,
effectivement, tu risques de basculer dans un déficit protéique et dans les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure quand on a parlé alors, de manière beaucoup plus modérée que le cétogène, mais déficit protéique derrière, c'est fonte musculaire, c'est difficulté de récupération, susceptibilité infectieuse, etc. Mais c'est pas lié au jeûne intermittent, c'est lié à la façon dont on le met en place. Donc on en revient un petit peu au même conseil qui est lorsque la personne veut basculer vers ces modèles un peu plus spécifiques, et j'inclus dedans aussi le modèle vegan, même si on n'en a pas parlé, c'est bien d'être accompagné les premiers mois par un professionnel pour bien caler les choses. Et puis après, voilà, la personne elle est autonome, tout va bien, elle a pris les bons réflexes et c'est parfait. Et à l'inverse, d'aller critiquer le jeûne intermittent sous prétexte que justement on n'a pas 3 repas par jour, il y a aucun fondement scientifique à ça. C'est-à-dire que t'as aucun, oui, je vais pas dire aucune publication, t'as aucun élément aujourd'hui qui valide le fait que de manger 3 repas par jour génère un bénéfice physiologique particulier en fait. On sait que la répartition des calories sur différents moments de la journée, oui, c'est important d'avoir une charge calorique sur chaque repas, etc. C'est important. Mais de manger 3 repas, il y a pas de validation biologique à ça, quoi. Donc, faut aussi laisser la liberté aux gens de pouvoir ne pas manger de petit déjeuner, de pas manger le soir. Faut juste bien les accompagner pour que ça se passe bien et c'est OK, en fait. Mmh. Ouais, c'est vraiment important cette notion d'accompagnement parce que, il y a quelque chose que alors pas forcément le jeûne intermittent, mais en tout cas les périodes, sans alimentation, hormis la nuit bien sûr, mais apportent, c'est une augmentation du risque de compulsion alimentaire. Mmh. Ça, je crois que c'est au bout de 5-6 heures, pour ceux qui sont Mmh. intéressés par ça, on a fait un épisode justement sur tout ça avec, Nicolas da Silva qui est diététicien spécialisé, dans les comportements alimentaires justement. Mais quand on est accompagné par un professionnel, on va pouvoir, étudier et avancer sur tout ça, Mmh. correctement. Et c'est vrai qu'on a trop banalisé, je trouve, les changements, alimentaires et les changements de régime alimentaire, hem, comme ça, qui sont faits un peu, d'un claquement de doigts du jour au lendemain, sans suivi, sans rien, comme si ça n'avait, que peu de conséquences délétères et que, si comme si c'était, je sais pas, le fait d'avoir une nouvelle habitude, étonnamment, on attend pardon, beaucoup de ces, changements-là, en termes de conséquences sur la santé et sur, l'hygiène de vie, sans se dire que ça peut avoir des conséquences dans l'autre sens et c'est assez Mmh. particulier, je trouve. Oui et puis, inversement, c'est pas parce que on peut en voir certains bénéfices qu'il faut absolument le mettre en place. C'est-à-dire que quelqu'un qui, entre guillemets, «qui va bien», et qui n'a pas de problématique de résistance à l'insuline, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui mange 3 ou 4 repas par jour et qui est tout à fait OK avec ça, on va pas lui imposer de faire un jeûne intermittent et effectivement, on voit qu'il y a des réponses, notamment au niveau comportemental, au niveau des compulsions alimentaires, potentielles qui peuvent varier beaucoup d'une personne à l'autre. Donc, il s'agit pas de forcer le système. On sait juste que c'est un levier voilà, qu'on peut activer à un moment donné, parmi d'autres, leviers et le rôle du professionnel, c'est justement d'aller définir ces leviers en fonction aussi de la réaction de la personne. Donc il y a pas de modèle universel à ça. Donc, c'est toujours être dans cette nuance de pas forcément, tu vois, valider quelque chose, totalement, mais pas le critiquer non plus pour autant parce que ça peut être juste en fonction encore une fois du contexte, quoi. Mmh. Ouais, complètement. Je vous interromps juste 5 secondes une dernière fois pour vous préciser que si vous souhaitez contester une chose qui a été dite durant l'épisode, vous pouvez le faire avec le lien en description qui vous emmène vers un Google Doc où vous pouvez, étude à l'appui, nous justifier vos contradictions. N'hésitez surtout pas. Et un qui me tient un peu à cœur, hein, enfin une idée reçue pardon, qui me tient un petit peu à cœur, parce que pareil, on avait abordé un peu ce sujet-là dans le premier épisode, mais on le voit de plus en plus et on parlait de lobby. Je pense que le lobby des compléments alimentaires est très fort, qui Mmh. font beaucoup d'études bien financées par eux-mêmes, hem et il y a quelque chose qui est en train d'arriver et moi qui me fait un peu peur, pour le porte-monnaie des gens et leur santé, c'est on donne l'impression que la complémentation et la supplémentation est obligatoire pour mener une vie en bonne santé. Qu'est-ce que tu penses toi de ça? Que c'est un terrain très glissant. Il y a plein de Désolé. choses à dire. Pour le côté lobbying, oui, mais j'ai envie de te dire que
je suis pas sûr que ce soit pour moi le sujet de fond. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui est l'immédiateté et le bénéfice miraculeux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus confortable de te dire que tu vas acheter une pilule de vitamine C, de glycine, de magnésium, d'oméga 3, etc., que de revoir en profondeur ton habitude alimentaire. Donc, effectivement, tu regardes le marché du complément alimentaire, depuis quasiment sa création, il a toujours été en croissance. Et ça répond, entre guillemets, à une demande également qui est certes poussée par les laboratoires. Et comme tu le dis très bien, il y a beaucoup de publications avec des conflits d'intérêts. Il y a beaucoup d'associations de formations en fait qui sont en fait des émanations de laboratoires pour promouvoir aussi indirectement leurs produits, etc. Même si le contenu de la formation est très juste, il y a aussi une absence de transparence en fait par rapport à la personne qui suit cette formation parce qu'elle sait pas forcément que c'est un laboratoire qui chapeaute tout ça. Donc il y a un poids très clairement des laboratoires, mais il y a, je pense aussi une notion de comportement au sens d'aller à la facilité par rapport à ça. Après, le fait d'être le plus objectif possible par rapport à la situation nutritionnelle actuelle, bah, je te dis pour les oméga 3, il y a effectivement 98% des Français qui sont déficitaires en EPA et en DHA. Tu prends le magnésium, alors on va dire 70-80%, c'est discutable, mais en gros, les trois quarts qui vont être déficitaires. La vitamine D, c'est pareil, mais le problème de la vitamine D n'est pas alimentaire, il est lié au mode de vie. Donc effectivement, la plupart des gens sont déficitaires en vitamine D, tout simplement parce qu'on va plus assez à l'extérieur. Ça rejoint ce qu'on disait par rapport au rythme circadien. Les oméga 3, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer qu'il y a des déficits indépendamment en fait du défaut d'apport alimentaire. Donc c'est vrai que ça peut être délicat, ça peut être difficile de satisfaire ses besoins au niveau alimentaire. Le problème, c'est que si tu dis simplement à quelqu'un d'aller prendre des compléments d'oméga 3, tu as des oméga 3 qui sont très souvent peroxydés et qui génèrent des effets délétères plus importants que le bénéfice qu'on a eu par ces oméga 3. Et ça a été notamment objectivé sur l'oxydation des LDL. Donc au niveau de personnes à risque cardiovasculaire, on a une publication qui montrait que quand on donnait 2 à 3 grammes d'oméga 3 peroxydés, oxydés, on augmentait le taux de LDL oxydé, qui est un facteur de risque athérogène, alors qu'en fait, si on avait des oméga 3 qui avaient un indice de peroxyde qui était faible, on avait plutôt un effet qui était protecteur à ce niveau-là. Donc on voit que on peut avoir des effets néfastes sur la recommandation d'aller donner systématiquement des oméga 3. Donc le les compléments, c'est une béquille qui dépend énormément, en fait, de ce que la personne va être capable de mettre en place au niveau alimentaire. Si on a quelqu'un qui a une vraie observance, qui est motivé, qui est capable de revoir en profondeur son alimentation, statistiquement, elle va diminuer son risque de déficit. Par contre, tu vois, les oméga 3, je vais te donner un exemple. On a une enzyme qu'on appelle la delta 6 désaturase, qui est une enzyme de désaturation, parce qu'en fait, quand on parle des oméga 3, tu as des oméga 3 végétaux, l'acide alpha-linolénique qu'on va voir dans les huiles de colza, dans les noix, dans les graines de chia, dans le pourpier, etc. Et on va avoir une série d'élongations et de désaturations pour arriver à l'EPA et au DHA. Et en fait, cette enzyme peut être très peu fonctionnelle pour différents facteurs liés au mode de vie, mais aussi pour des raisons génétiques, où on sait que en fonction des pressions sélectives au niveau des flux migratoires, et je n'irai pas plus loin dans les détails, on a certaines personnes qui ont des enzymes qui sont très très peu fonctionnelles, à peine de 0,2 à 0,6%. Donc ça veut dire que ces gens-là, tu peux leur donner toute l'huile de colza, toutes les noix que tu veux, ils n'auront pas assez de PA et de DHA si ils consomment pas suffisamment de poissons gras, d'œufs de la filière bleu blanc cœur, etc., de viande d'élevage extensif, c'est-à-dire par exemple des bœufs nourris à l'herbe, etc. Donc ça demande quand même un effort alimentaire qui est important et qui peut ne pas être suffisant. Donc c'est là où la biologie est intéressante au sens des marqueurs biologiques, c'est-à-dire faire un profil acide gras pour voir ce qu'il en est. Comme aujourd'hui, on a la chance d'avoir un certain nombre de marqueurs biologiques qui sont plus facilement accessibles qu'il y a encore quelques années et encore plus qu'il y a 15 ou 20 ans. Donc l'idéal, c'est bien sûr d'objectiver en fait, la situation nutritionnelle de la personne sur les différents nutriments avant d'aller se supplémenter. Parce qu'en fait, tu as des gens où tu pourrais leur donner la meilleure alimentation théorique. Ils n'arriveront pas à avoir un statut suffisant dans tous les micronutriments.
Et là, la supplémentation se justifie. Mais à l'inverse, d'aller dire que sous prétexte qu'on a un mode de vie moderne, qu'on a un appauvrissement des sols, etc., il faut que tout le monde se supplémente, là c'est pareil, on n'a pas de données dans ce sens-là qui soient solides. Et il y a beaucoup d'extrapolation. C'est-à-dire que oui, il y a un appauvrissement des sols, mais pas de manière aussi importante. Je parle d'un point de vue nutritionnel, hein, je parle pas d'un point de vue écologique, biodiversité, etc., que ce qu'on entend très souvent. C'est l'exemple de la pomme, où on disait, la pomme de nos grands-parents contenait 100 fois plus de vitamine C, qu'aujourd'hui. Sauf que c'était une variété qui était complètement différente. Et quand on regarde la littérature scientifique, on a des méta-analyses sur le sujet, effectivement, il y a une déperdition, on estime 10 à 20 par exemple, pour le cas de la vitamine C, mais c'est très hétérogène, en fait. Ça dépendra beaucoup, de la maturité du végétal, à quel moment il est consommé, quelle est la zone géographique. Donc on généralise des données, à partir de valeurs moyennes qui peuvent être, très justes ou très fausses. Donc j'en reviens un peu finalement au même conseil, c'est d'être accompagné par un professionnel qui va, faire une anamnèse alimentaire précise, qui va s'appuyer en fait sur la biologie pour les marqueurs qui sont disponibles et qui sont pertinents, et de là, voir, quelle marge de manœuvre, on peut, quelle est notre marge de manœuvre par rapport à la partie alimentaire, et sur quoi on doit s'appuyer en termes de supplémentation, mais de manière, très souvent transitoire. C'est-à-dire, c'est la béquille, le temps d'améliorer, l'alimentation. Et effectivement, chez certaines personnes, pour certains nutriments, même avec une très bonne alimentation, heu, parce qu'il y a des pathologies, parce qu'il y a des défauts d'assimilation, il y aura plein d'éléments à exposer, on aura besoin d'une supplémentation au long cours. Mais on peut pas le généraliser pour autant. Mais c'est un discours qui est très facile pour les laboratoires, parce qu'effectivement, si tu rends, absolument indispensable, la consommation de telle ou telle vitamine ou minéraux, ça facilite quand même les choses en termes de commerce. Ouais, et puis c'est comme c'est vendu en, comme tu disais, en solution miracle et rapide, de prenez votre petite gélule le matin et c'est la fin de vos problèmes. C'est malheureusement très facile de tomber dans ce piège et de se dire Ah ah, bah oui. parfait, il me Mmh. faut ça, Mmh. et ça coûte un certain prix. Mmh. Bah, si on te dit, pardon, j'allais juste dire, tu vois, si on dit: «Oui, il faut manger des sardines, 1 ou 2 fois par semaine», tu vas acheter des œufs bleu blanc cœur, on va te dire: «Oui, mais j'aime pas les sardines, voilà, j'ai pas envie d'en manger», et cetera. Donc, c'est sûr que si tu as si tu tout un pilulier qui te propose, derrière 90 capsules d'oméga 3 vendues en promotion à moins 30 en rayon de supermarché, bah, c'est plus facile. Ouais, C'est sûr. complètement. Et d'ailleurs pour les oméga 3, ça c'est une question, pour moi, tu les stockes au frigo ou au congèle? Au congèle. Au Mmh. congèle, parce que Congèle. j'ai beaucoup vu au frigo, mais tu es un des Mmh. rares à le dire au congélateur. Oui, oui, puis je pense que je suis un des tout premiers à en avoir, parlé à ce niveau-là, parce qu'effectivement, il y a encore quelques années, très, très peu de personnes en parlaient. Ça commence à être davantage le cas. Parce qu'en fait, quand tu regardes l'évolution des indices de peroxydation, en fait, là aussi sans rentrer dans trop de détails, mais on parle beaucoup de l'indice Totox que tu Mmh. connais, peut-être, qui est l'indice de peroxydation, mais qui est une somme, en tout cas, qui est un calcul à partir de 2 données, pardon, qui sont les composés primaires et les composés secondaires d'oxydation. Et en fait, tu as des courbes qui évoluent différemment en fonction du temps pour ces composés primaires et secondaires. Donc, l'indice Totox, en gros, il te fait la moyenne de tout ça si je simplifie. Et le problème, c'est que en fait, tu peux avoir une initiation de la peroxydation, pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire une augmentation de température, un process alimentaire justement dans l'extraction des oméga 3. Pour un aliment, ça peut être, le fait de l'avoir, haché par exemple davantage, de l'avoir, exposé à la lumière, et à la lumière, à la chaleur et à l'air, c'est vraiment les facteurs d'oxydation, principaux. Ce qui fait que tu as une initiation de la peroxydation, et le problème de ça, c'est que c'est un facteur exponentiel. C'est-à-dire qu'une fois que l'oxydation est initiée, tu peux mettre toute la vitamine E que tu veux, tous les extraits de romarin, c'est ce que mettent en général les fabricants de compléments alimentaires pour, diminuer justement cette peroxydation, ça suffit pas. Et ça, les publications sont très claires sur le sujet. Donc le sujet de fond, c'est, si ce n'est éviter, vraiment, limiter très, très, très fortement l'oxydation pour éviter qu'elle s'emballe. Et là, on se retrouve avec des niveaux, tu as des publications qui montraient que
dans les capsules que tu achetais, alors c'était pas en France, parce qu'en fonction des pays, là aussi, ça peut être très variable, mais pour certaines marques, c'est comme si tu laissais, de mémoire, c'était l'huile d'olive à 225 degrés pendant, une quinzaine de minutes, tu vois? Donc un niveau d'oxydation qui était énorme, mais qu'on voyait pas parce que c'était enfermé Mmh. dans une capsule. Donc le problème, c'est que tu «gobes» entre guillemets, tu avales cette capsule et tu te rends pas compte, ne serait-ce que du goût, de rance qui peut exister par rapport à ça. Et c'est vrai que les laboratoires, sous la pression aussi des gens qui en ont parlé, des professionnels qui sont mis à évoquer cette logique d'indistotox, de risque de peroxydation, donc les industriels se mettent à communiquer sur cet indice. Sauf que souvent, c'est un indice qui est fait en sortie d'usine, c'est-à-dire, au tout début de la durée de vie du produit. Et en fait, ton produit, s'il est conservé à 20 degrés pendant 6 mois, voire, à plus de 20 degrés pendant 1 an et cetera parfois, bah, tu te retrouves avec des valeurs qui n'ont rien à voir avec, l'analyse de l'eau qui a été faite, au départ. Donc un bon laboratoire devrait être en mesure d'évaluer, le niveau de peroxydation sur l'ensemble de la durée de vie du produit, même s'il maîtrise pas toute la chaîne, parce qu'à un moment donné, quand ça sort de chez lui, mais juste pour, ne serait-ce qu'analyser un petit peu le comportement des oméga 3, c'est un élément qui est intéressant. Même si tu gardes le produit au réfrigérateur, ça n'empêche pas l'initiation de la peroxydation. Typiquement, je donne l'exemple du saumon que tu vas ou du thon, du poisson gras que tu vas laisser dans un congélateur. Si tu le laisses, pendant 1 an, alors que c'est au congélateur, tu vas le manger, il va être rance, il va avoir un goût qui est désagréable. Donc ça montre que même à -12, -18 degrés, ton produit, il continue à s'oxyder. Encore une fois, l'objectif de fond, c'est limiter au maximum l'initiation de cette, oxydation. Donc par principe de précaution, tu sais pas quelle a été la vie du complément alimentaire avant que tu le consommes. C'est difficile d'aller dire de l'acheter le plus frais possible parce que tu connais pas forcément, le lot que tu vas acheter par rapport à un industriel. Donc la seule chose que tu peux faire entre guillemets, c'est de maîtriser au maximum une fois que tu as acheté le produit et même au congélateur, ça n'empêchera pas le produit de se dégrader, mais il se dégradera beaucoup plus lentement qu'au réfrigérateur et encore plus qu'à la température ambiante. Et à partir du moment où tu gobes, en fait, la capsule, même si c'est au congélateur, c'est pas grave et ce sont en plus des graisses qui restent liquides à très basse température et c'est pour ça qu'on en a dans les poissons gras et notamment dans les poissons gras des mers froides. C'est qu'en fait, ces oméga 3, ils sont extrêmement denses dans les phospholipides membranaires des cellules et c'est ce qui permet la communication cellulaire et la fluidité de la membrane et donc à basse température, le fait d'avoir plus d'oméga 3, bah, c'est un synonyme aussi de fluidité membranaire qui est bénéfique, c'est c'est pas un problème du tout de les garder à basse température et tu as même des formes liquides que tu peux garder au congélateur et qui vont pas se solidifier pour autant. Mais je pense surtout aux capsules parce que c'est ce que la très grande majorité des gens, consomment. Mmh. Donc mon conseil face à ça, c'est de l'acheter le plus frais possible, mais c'est compliqué à maîtriser. De demander au laboratoire, les mesures d'indice Totox. Idéalement, cet indice, il doit être inférieur à 5, voire à 10, mais le plus faible possible et de l'acheter, de le mettre chez toi au congélateur et de le garder, le moins longtemps possible, c'est-à-dire 1 ou 2 mois, la durée de ta cure, quand tu vas le prendre tous les jours et pas faire un stock, qui va rester pendant des mois et puis le flacon qui est resté, pendant 1 an parce qu'on l'a oublié à un moment donné, qui est resté dans le placard et cetera, bah, ça malheureusement, tu peux le donner à ton ennemi mais pas pas pour toi. OK, ça marche. Bon, bah, j'irai changer leur place après, parce que moi Oui. ils étaient au frais. On arrive quasiment à la fin. Je voulais te demander toi un petit peu ton idée reçue préférée là, parmi les 41 que tu as mis dans le bouquin. C'est vraiment c'est laquelle que tu as le plus aimé, débunker? Ouais, j'en ai aimé plein donc c'est, heu alors moi j'ai une petite préférence pour l'œuf souvent parce qu'on m'en a tellement parlé, en fait on m'a tellement posé de questions Ouais. autour des œufs que finalement c'est devenu un peu mon top 3 quelque part. Celle sur les galettes de riz aussi, tu vois, j'aime bien la donner parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, Mmh. c'est le cas de le dire, autour de cette logique d'extrusion, des produits céréaliers. En fait, si je devais donner
heu, une idée reçue ou en tout cas, ouais, excuse-moi, je suis un peu hésitant parce que je réfléchis à ta question. Ouais, Je la présente pas comme ça dans le livre, mais elle est présente quasiment tout le temps en transverse. C'est l'idée selon laquelle des aliments ultra transformés peuvent présenter un bénéfice, nutritionnel. Alors, dit comme ça, c'est un peu faux, mais ce que je veux dire par là, c'est que en clair, le fait d'aller vers des produits bruts, déjà, tu résous, j'ai envie de te dire 90% des problématiques, même si c'est faux, c'est juste, une image quand je dis ça. Et le fait de se dire: «Je vais aller prendre une galette de riz parce qu'elle est légère, je vais aller prendre un Coca Light parce que, bah, il y a des édulcorants, je vais aller prendre un jus de fruits parce qu'on m'a dit que c'était intéressant, je vais aller prendre un aliment bio», sauf que ton aliment bio, il peut être, ultra transformé, et cetera, et cetera. Et on parle des exemples d'oméga 3 avec les suppléments versus, un aliment où, bah, les oméga 3 sont enfermés dans la matrice alimentaire, donc tu as un effet de protection par les protéines notamment qui est très bénéfique, que tu retrouves absolument pas, dans une capsule huileuse, concentrée. Donc, c'est pas vraiment une idée reçue, mais c'est cette tendance de se dire: «Je vais aller chercher par des produits transformés une réponse là aussi pseudo-miraculeuse face à une problématique particulière. Ça, ouais, je pense que c'est le truc à débunker, principal, même si tu auras toujours effectivement peut-être un cas où, bah, c'est un produit qui peut être intéressant. C'est pour ça que je dis c'est faux à la fois quand je dis ça, mais c'est plus dans l'état d'esprit, dans la tendance de fond. Donc je réponds pas directement à ta question, mais ça me parce va. que voilà. Je pense que mon message de fond le plus important, je le situerai là, en tout cas, quoi. C'est hyper intéressant parce que, heu, en effet, enfin, l'alimentation ultra transformée, à une époque, a permis plein de bonnes choses, notamment sur, j'ai discuté de ça, je tournais un épisode qui sera sorti, je pense, d'ici là avec, le professeur Laville, enfin la professeure Laville qui est, on a tourné sur l'obésité, Mmh. où l'alimentation ultra transformée a, été une problématique qui a conduit en tout cas, actuellement au surplus calorique et à tout ça, mais à une époque a été quelque chose de très bien et qui a permis, justement de renutrir les populations, de donner accès, à une alimentation riche pour beaucoup, mais c'est dans notre système actuel qu'elle pose le plus problème. Oui, tout à fait, et ça je l'explique d'ailleurs en introduction du traité de la pleine santé, du «gros livre» entre guillemets. C'est effectivement historiquement, des méthodes qui ont été mises en place pour répondre à un besoin, plus important en termes d'aliments, et c'est pour ça qu'il s'agit pas non plus de taper sur les industriels, systématiquement, parce qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure mon raccourci pouvait être faux en fonction du contexte, mais c'est ce qu'on en a fait, au fur et à mesure du temps, et quand la notion de rendement, économique est venue se rajouter à ça, et pour augmenter, bah, les ventes, il a fallu, faire des produits plus appétants, avec plus de graisse, plus de sucre, plus d'additifs, plus d'exhausteurs, et cetera, de goût, et là, on est tombé dans le travers, en fait, de l'industrie agroalimentaire qui, avant, avait un objectif, c'était effectivement de réussir à nourrir, «tout le monde» entre guillemets. C'est vraiment ce qu'on en a fait qui est problématique, quoi. Mmh. Justement, professeur Laville, elle me disait que pour elle, sa solution et ce que j'ai trouvé très chouette comme message, c'est une discussion commune entre professionnels, industriels et utilisateurs et consommateurs pour que tout le monde se retrouve un petit peu dans l'alimentation et que, bah, ce soit pas les utilisateurs qui en pâtissent d'une surconsommation calorique et de produits qui sont, pas bons pour la santé et des professionnels qui sont en opposition complète avec une industrie agroalimentaire qui se doit, elle, Mmh. de survivre aussi d'un point de vue économique. Donc c'est un chouette message. Ouais, ça c'est, alors sur le principe, je suis tout à fait, d'accord, et c'est juste que, est-ce qu'un industriel est prêt à revoir en profondeur, tu vois, des habitudes au profit de la santé des clients? Est-ce qu'un client est prêt à entendre les contraintes, techniques de l'industriel? Et tu vois, c'est un peu l'exemple de Yuka et des applications, c'est que on voit que c'est par aussi la pression qui est faite par les consommateurs que les industriels peuvent aussi, changer, et on voit que, il y a quand même une marge de manœuvre, une marge de progression qui est très forte de la part des industriels qui au début te disent: «On peut pas»,
Mais quand il y a une pression économique tellement forte de la part des utilisateurs ou des clients, qui est telle que à un moment donné, eh ben, ils vont quand même revoir les choses. Moi, je dis aussi de manière très simple, très souvent, que bah, notre pouvoir d'achat le plus important, c'est notre carte bancaire. C'est-à-dire que si à un moment donné, on arrête d'acheter des produits avec lesquels on n'est pas en accord, au niveau nutritionnel, au niveau éthique, etc., c'est le meilleur moyen pour que l'industriel il change tout de suite. Alors c'est sûr que si c'est que toi ou que moi, ça va pas changer grand-chose. Mais si c'est fait massivement, et c'est l'exemple de, encore une fois, de Yuka, qui a bouleversé en fait la formulation d'énormément de produits agroalimentaires, et parfois en très peu de temps. Tu as des marques distributeurs qui ont revu des centaines de références en termes de composition au bout à peine de la première année d'existence de l'application. Parce qu'en fait, il y a une pression du consommateur qui est forte à ce niveau-là. Et sur cet exemple de Yuka, on voit aussi bah, toute la pression dont ils ont fait l'objet au niveau des lobbying, au niveau des procès, etc. Ça montre que tu vois, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de combats, de réticences avant d'arriver à une situation où tout le monde se met autour d'une table et est constructif. Et ça serait, bah, bien sûr, ça serait l'idéal entre Mmh. guillemets. Ce sera Peut-être qu'on va y arriver, un mais monde un petit peu tu rajoutes les politiques, tu rajoutes le politique dans la quadrature du cercle et c'est parfait. le combo gagnant. Mmh. Mais écoute, si on devait conclure là un petit peu, pour les personnes qui nous écoutent, qui ont sûrement appris beaucoup de choses comme moi, qui disent: «OK, comment je fais pour pas tomber dans le piège des idées reçues?» J'ai envie de dire, alors là, c'est même en dehors de la nutrition, c'est de cultiver son esprit critique. Voilà, et ça, c'est en lisant, tu vois? Pas simplement en écoutant, bah, en regardant, Instagram. C'est de confronter les avis d'experts, et voilà, et moi je me considère pas expert, parce que c'est un terme qui veut tout et rien dire, mais en tout cas des gens qui voilà, qui échangent autour d'un sujet. Moi, j'échange autour du sujet de la nutrition. Bah, c'est de confronter mes propres discours à ceux d'autres personnes. C'est d'aller toujours chercher la source, effectivement, des affirmations qui sont faites, et effectivement d'un texte qui peut paraître très scientifique, très bien construit, etc. Quand tu vas regarder en fait la source associée, tu te rends compte que c'est très creux pour rester poli par rapport à ça. Ça sous-entend d'avoir une certaine éducation nutritionnelle, d'avoir peut-être une certaine culture scientifique si on parle des publications, etc. Donc c'est le sujet de fond. C'est quelle est notre autonomie nutritionnelle par rapport à nos prises de décision. Et pour ça, bah, ça veut dire qu'on a besoin de renforcer nos connaissances. Donc je dirais que ma réponse, ça dépendra énormément du niveau de connaissance des personnes qui sont à ce niveau-là, mais de peut-être se méfier, plus c'est miraculeux et facile, plus on peut se dire qu'il y a des chances que ce soit pas très très solide, mais vraiment confronter, en fait, confronter les idées des leaders, des experts, des gens qui sont, présents. Je trouve que déjà c'est un moyen, en fait, d'aller aussi se faire sa propre idée, même si on n'a pas forcément une forte, éducation, ou une forte connaissance nutritionnelle sur le sujet, et plus on va avancer dans le temps et plus on va renforcer cette connaissance. Je pense que en sujet de fond, moi, j'ai l'esprit critique, si tu veux. Mmh. Je crois que ça, c'est vraiment pour moi, le conseil majeur et bien au-delà de la partie nutritionnelle, quoi. Ouais, complètement, que ce soit sur la partie santé, la partie information, la partie, géopolitique ou tout et n'importe quoi, voilà. C'est Mmh. cultiver votre esprit critique, au-delà, mais ça demande de l'énergie et de l'implication. J'ai envie de dire peut-être désinstaller, Instagram. Voilà, peut-être ça qui serait pas mal. C'est Bon, pas mal. tu vas publier sur Instagram, donc c'est pas grave, mais non, mais voilà, je caricature un peu, mais pas tant que ça. Non, non, je suis assez d'accord quand même, même si j'en ai un peu besoin. Tous, en fait, on est dans un système aujourd'hui où Ouais, on a quasiment tous besoin, quoi. Donc je sais pas pour critiquer, c'est pour provoquer quand je dis ça. non, mais tu raison, ça fait du bien d'entendre ça. Où on peut te retrouver? Heu, Sur Instagram, sur justement. Instagram justement? Je non, non, mais oui, en plus, c'est vrai que j'y suis présent, mais je suis pas très présent. Sinon, j'ai un blog d'information, qui s'appelle santénutrition.com, et puis un site, où je parle de formation, notamment, qui s'appelle La Nutrition Positive, tout attaché, nutritionpositive.com, et puis à travers mes livres, donc j'ai 7 livres aujourd'hui qui ont été écrits.
Et puis, c'est vrai que j'ai fait quand même, aujourd'hui pas mal de podcasts et de médias et cetera. Donc, c'est vrai que sur internet, il y a quand même beaucoup d'exemples de vidéos, sur des sujets, parfois très différents. Donc voilà un petit peu les différents moyens, entre les réseaux internet et puis les livres, voilà. OK, ça marche. Bah, écoute, je te garde 30 petites secondes moi de mon côté et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles. Nous on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.